Amis judokas passionnés de judo, bienvenue sur Mondo Judo. Durant les différents épisodes de ce podcast, nous irons à la rencontre des acteurs et personnalités qui font le judo d'aujourd'hui. Athlètes au parcours atypique, champions, éducateurs, entraîneurs, dirigeants ou arbitres, bref, nous vous ferons découvrir comment ils se sont construits à travers leur pratique du judo, mais pas que. Ils nous raconteront leurs moments de vie parfois merveilleux, mais aussi difficiles. De souvenirs en anecdotes, bonne écoute à tous. Notre invitée est un pur produit sud-ouest. Originaire de Morsinx dans le département des Landes, elle ne tarde pas à faire ses premiers pas sur les tatamis à l'âge de 5 ans. Timide et réservée dans la vie, elle se révèle être une compétitrice hors pair une fois le kimono enfilé. Glanant ses premières médailles en compétition, elle décide de pousser l'expérience aux crèches de Lormont pour une petite année avant de rejoindre le Pôle France de Bordeaux. À Bordeaux, elle sera sous la tutelle de Xavier Mondinx, à l'époque responsable de la structure. Entre les deux, le courant passe, et ça se ressent sur le tapis. Si bien que pendant ces années bordelaises, elle rafle son premier titre national en 48 chez les juniors, et se permettra même d'aller chercher une médaille de bronze chez les seniors. À la suite de cette belle saison, elle se fera opérer de son premier croisé. Après une longue rééducation, l'aventure se poursuit sur les tapis de l'INSEP. De là, elle nous racontera son parcours d'athlète, sa démarche de haut niveau, la blessure, ses foutus genoux, ses rencontres, son double projet et sa reconversion. Notre invitée est Lucille Duport. Salut Lucille. Salut Alexis. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, je te sens un peu stressé quand même. Un petit peu, ouais. Ouais. Bon, on va pas trahir de secret pour nos auditeurs. Nous, on se connaît très bien. Ça fait une petite dizaine d'années que tu me supportes. Ouais. Et ouais, c'est déjà bien. Et je suis super content parce que quand on avait commencé à réfléchir à nos invités avec mon acolyte, on a pensé à toi assez rapidement. Bon, je t'ai envoyé le message, on a un peu essayé de t'expliquer tout ça et très rapidement tu m'as dit que tu étais OK. Ouais. Et je pensais pas réussir à te convaincre aussi rapidement en fait. Je sais que dans la vie t'aimes pas trop, enfin t'es pas très à l'aise quand il faut parler de soi. C'est vrai. Mais c'est vrai que là tu m'as dit oui. Donc bon, ça déjà super cool. Et puis tu m'as même mis dans le message, je pense que c'est le bon moment pour moi de, entre guillemets, transmettre. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'y pensais déjà un petit peu au fait de transmettre ce que j'ai appris grâce au judo, grâce à mes formations, grâce à mon vécu. Et que c'était le moment peut-être d'en parler et que ça serve à d'autres personnes. Ouais, je pense que tu m'avais dit aussi que le premier podcast avec Loïc, tu l'avais trouvé sympa et que ça t'avait... très sympa. Très sympa et ça porte à réfléchir et c'est ça que je trouve intéressant. Et j'espère que ça fera la même chose. Ouais, tu sais, j'ai pas trop de doutes. Hein. Je sais que t'as pas mal de choses à nous raconter. Donc, écoute, on va commencer par le début. Ok. Morsinx ? Ouais. Raconte-moi un peu. Alors Morsinx, c'est une petite ville dans les Landes, donc c'est de là où je viens, là où j'ai grandi, jusqu'à ce que je parte en structure pour faire du haut niveau. Et donc c'est là où j'ai commencé le judo vers 5-6 ans. J'ai suivi mon grand frère qui en faisait. J'ai aussi fait d'autres sports, c'était pas spécialement au début, on va dire j'étais pas passionnée spécialement par le judo, j'étais plus passionnée par le sport en général. Du coup, j'ai fait du judo, du tennis. Un peu de musique aussi. Un peu de musique, ouais, voilà. Ouais, vas-y. De la musique, ouais, à Morsinx toujours. Donc, j'ai fait du violon et de la trompette. Voilà, de très grands talents de trompette, trompettiste. Exactement. Pendant un petit moment, j'ai continué. Notamment, j'ai joué dans une banda, je sais pas si... Si, tu connais un petit peu, c'est les petits groupes de musique qui jouent dans les férias. C'est ça. Je connais plus les férias que les bandas, je t'avoue, mais souvent ça va avec... ensemble, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, pas mal de cross scolaires. Ça, j'aimais beaucoup. Et le judo, j'en faisais en fait pas tant que ça, 2 fois par mois. Jusque même au collège, c'était seulement 2 fois par mois, j'alternais avec l'équitation. 2 fois par mois? Ouais, en fait, j'allais 1 fois toutes les 2 semaines, j'allais au judo, 1 fois toutes les 2 semaines, j'allais à l'équitation.
Et malgré ça, on va dire que sur les petites compétitions que je faisais, j'ai dû faire quelques résultats et jusqu'à ce qu'on me propose du coup de passer les tests et tout ça pour entrer au crèche de Lormont. Donc le crèche de Lormont, c'est en quelle année ça du coup ? C'est quand je suis rentrée en seconde, donc c'est en 2005. 2005, donc là t'as... Donc j'ai 15 ans. 15 ans. Ouais, pas tout à fait, comme je suis de fin d'année, on va dire 14 ans quoi. Ok. Du 15. coup, comment tu prends la décision de se dire bon bah allez, je vais tenter un peu l'expérience à Lormont, le crèche. Bon, c'est un premier pas quand même dans le pas dans le haut niveau, mais dans la démarche quoi. Dans la démarche quoi. Ouais. Ouais, au début, alors j'avais pas du tout pensé. Forcément, j'y réfléchis. Et en même temps aussi, je reçois aussi une proposition pour faire des tests pour du pentathlon. Comme j'étais plutôt pas mauvaise, en tout cas, sur les crosses scolaires. Peut-être le fait que je fasse de l'équitation, etc. Donc du coup, j'ai un peu regardé les deux, hésité. Je suis allée à Lormont faire un essai. Du coup, je suis partie là-bas. J'ai fait une journée. Je me suis entraînée avec ceux qui étaient déjà au crèche. Ça m'a bien plu. Et puis, je pense que je me suis dit que c'est peut-être au judo où j'avais le plus de chances de performer, on va dire. Ouais. Donc, j'y suis partie. Mais à ce moment-là, j'avais pas trop un esprit de... Enfin, si, j'avais quand même un esprit de compétitrice, mais j'avais pas l'impression que c'était une vocation, quoi, d'être... Ouais, faire de la compète à fond. J'avais l'esprit, mais peut-être que je m'en rendais pas compte, je sais pas. Ouais, c'est difficile quand même à cet âge-là de se projeter. Ouais. Alors bon, je te dis ça dans l'épisode d'avant, Loïc. Ouais, ça dépend des personnes. Très jeune, il savait ce qu'il voulait faire, mais bon, peut-être aussi, voilà, bon, lui c'était par son père qui faisait du haut niveau, tout ça. Mais toi, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que comparé à Loïc, par exemple, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Alors j'adorais le sport, je regardais les JO à la télé, ça me faisait rêver, mais pour te dire, hein, je me rappelle que quand j'étais jeune, je regardais les JO et ça me donnait vachement envie. Mais moi, je pensais que t'allais là-bas, tu t'inscrivais et c'est parti, quoi. Ouais. Comme si tu vas au forum des assos, tu vois, c'est un peu plus compliqué. T'arrivais devant le stade, tu choisis ta discipline, tu t'inscris et c'était parti. Mais je pensais que c'était ça. Hein, donc, tu vois, on était un peu loin, effectivement. Ouais. Alors j'ai vite compris par contre que c'était pas comme ça. Ouais. J'ai jamais pu m'y inscrire malheureusement. Mais moi non plus, ça peut te rassurer, je cherche encore la carte d'inscription. Mais j'ai essayé. Et par contre, une fois que j'ai intégré le crèche, par contre là tout de suite j'ai vraiment accroché sur le fait de s'entraîner, sur les compétitions et ce que ça te procure de gagner, de travailler pour, etc. Sur le crèche, c'est quoi la fréquence d'entraînement ? Je crois que c'était une fois par jour, il me semble. Une fois par jour ? Ouais, c'était avec Christophe Mandin. Je crois qu'on avait cours toute la journée parce que justement j'étais dans une classe où par exemple j'étais en seconde, j'étais la seule sportive. C'était pas du tout des classes avec des sportifs et des aménagements. Donc il y avait pas d'aménagement scolaire. Donc c'était cours toute la journée, il me semble, et après entraînement le soir. Ok. Et du coup, Lormont, comment ça se passe ? Ça se passe bien, les entraînements ? Tu commences à prendre goût au fait de t'entraîner plus régulièrement, d'avoir une démarche un petit peu plus poussée que ce que tu avais en club. Ouais. Et là, les premiers résultats, c'est ça ? Alors les premiers résultats, on va dire, sur les tournois nationaux, de bons tournois nationaux, mais par contre sur les championnats, ça n'a pas du tout été. Hein. Ouais. Donc pas du tout de résultats. Je me rappelle, je fais premier tour au championnat de France et les championnats de France UNSS, je n'arrive même pas à m'y qualifier. Mais malgré ça, je pense que comme j'avais fait quand même des belles choses sur les tournois nationaux, plus à mon avis le fait que je m'entraînais dur, je m'investissais, j'ai quand même été prise au Pôle France de Bordeaux. Alors pour le Pôle France, du coup, du coup tu fais une petite année à Lormont. Oui, c'est ça. Et du coup c'est le Pôle France qui vient te chercher ? Non, je crois que je fais un dossier. Tu postules, ouais. Ok. Je suis prise. Donc donc du coup tu fais ton année à Lormont et on arrive à Bordeaux, on est en quelle année ? On est en 2006 du coup et je passe junior, voilà. Ok, 2006 junior. Ouais. Okay. Et du coup comment ça se passe ? Parce que bon, Lormont, Morsinx, Lormont, Bordeaux,
Ouais. On s'éloigne un tout Bon, petit peu. oui, c'est à peu près la même Ouais. chose. Par contre, la fréquence d'entraînement, elle augmente. Le niveau aussi, un petit peu, T'étais en forcément. internat alors, non? J'étais en internat, ouais. Ça allait l'internat? Ouais, très bien. Ouais, je m'étais bien adaptée. Et puis Bordeaux, donc un peu plus d'entraînement, un peu plus de niveau, parce que tu es aussi avec des gens un petit peu plus âgés, quoique ça réouvrait seulement. Donc si, il y avait quand même des gens plus âgés, oui. Ça réouvrait pour les filles. Ils avaient arrêté les filles à un moment donné, et là ça recommençait avec les filles. Et du coup, je rencontre Xavier, mon dinx, qui va être mon entraîneur là-bas. Donc, qui était à l'époque responsable de la structure avec, C'est ça, avec Jean-Pierre Millon. Jean-Pierre Millon. Voilà, exactement. Ok. Et c'était Xavier qui s'occupait plus particulièrement des filles, si je ne me trompe pas. En tout cas, il s'occupait de moi, ça c'est sûr. Ouais, ça je m'en souviens. Ouais. Et donc, je me rappelle, moi j'arrivais, j'avais pas fait tout ce qui était stage d'été, justement, comme j'avais pas énormément de résultats, j'avais pas été prise sur les stages d'été. Donc, il y avait des personnes qui, l'été, avant d'arriver en septembre, étaient parties en stage, avec Xavier notamment, avec les staffs nationaux, d'autres personnes. C'était pas mon cas, donc je suis arrivée un petit peu comme ça, on va dire, discrètement. Et puis, il y avait des personnes déjà qui avaient Xavier à la fin de l'entraînement. Je me rappelle, ils faisaient des cordes, ils avaient mis des choses en place pendant les stages et je pense qu'ils continuaient là-dessus. Et puis moi, j'ai vu ça et en fait, donc j'ai compris que je faisais pas encore partie de ce groupe, on va dire, élite. Mais en fait, je me rappelle que tout de suite, je me suis dit, c'est là où je veux être. Donc du coup, je les voyais aller faire les cordes, j'allais les faire aussi. J'étais pas forcément invitée, entre guillemets. Ouais, ça a dû lui plaire, quand même, et voilà, et donc Xavier, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est le travail avant tout, donc ça a accroché, quoi. Ouais, moi Xavier, je l'ai connu un tout petit peu. C'est un personnage quand même. Quand tu le connais pas, bon, c'est pas non plus un grand bavard celui-là. Il faut réussir un peu à le décrypter, quoi. Et toi, comment ça s'est passé au début quand t'arrives sur le pôle, voilà. J'y vais à tâtons, voilà, mais après, je commence à faire mes cordes, je m'entraîne fort, enfin, corde ou autre chose, hein, c'est un exemple, mais je m'entraîne fort, je bronche pas, je progresse, et puis voilà. Du coup, donc première année, internat à Bordeaux, plus d'entraînement, 2 fois par jour presque, c'est ça? C'était entraînement 2 fois le mardi et le jeudi, et 1 fois les autres jours, parce que j'étais au lycée à ce moment-là, donc il y a aussi pas mal de cours quand même. Et avec les cours, le double projet Les cours, ça va, j'ai toujours été assez sérieuse dans les cours aussi. J'ai passé mon bac S là-bas, du coup. Il y avait une bonne ambiance à l'internat, ça se passait bien, quoi. Vous aviez un bon groupe? Il y avait un bon groupe et ça s'entraînait dur. C'est aussi la philosophie que Xavier il avait bien mise en place. Je me rappelle, il disait toujours il y a 3 choses qui sont importantes: le travail et le travail. Ouais, ça le représente bien quand même. Ouais, c'est quelque chose du coup qui m'est resté en fait. Ouais, vous aviez une réputation un peu à Bordeaux de dur au mal, quoi, un peu sans aller dans l'excès, mais c'était la réputation que vous aviez, quoi. Et je pense que Xavier, il a réussi de ceux, moi, que je connais un peu de l'époque, il a réussi à vous inculquer un peu cette manière de voir les choses au groupe que vous étiez à Bordeaux, quand même. Ouais, je trouve que c'est important, en fait, dans la vie, pour tout, au final. Et c'était fait intelligemment, c'est ça qui est important, c'est que les choses elles soient faites correctement, mais d'y mettre de l'engagement et d'aller au charbon. Il a réussi à fédérer autour de sa vision du truc et ça s'est bien passé parce qu'à Bordeaux, du coup, entre vous deux, le feeling passe. Comme tu dis, tu progresses assez rapidement et tu t'accroches ton premier titre national junior 2. Junior 2, tu accroches ton premier titre national chez les 48. Oui. Donc c'est super. Et dans la foulée, en plus, tu vas même chercher une médaille de vice-championne de France première division à Toulon. Ouais, c'est ça. Donc raconte-nous un peu cette année, parce que
passer des juniors aux seniors et réussir à Ouais, aller accrocher une breloque, surtout en 48, ouais. qui est une catégorie qui est quand même bien relevée. C'était, C'est une belle perf quand même. Oui, c'était une belle perf. Dans l'ordre, c'était même j'ai d'abord fait ma médaille aux premières div senior. Donc là, c'était complètement inattendu, mais Ouais, tu te souviens un peu ouais. de la journée? Ouais, je me souviens quand même de la journée. Que j'ai avancé dans dans le tableau. Est-ce que tu te souviens des gens que tu prends sur cette journée? Oui, je me rappelle que j'avais pris notamment Elena Bénard, Aurore Climence, qui étaient déjà toutes les deux. Hein. C'était forte. Enfin, pour moi, c'était bien au-dessus de moi, en tout cas, le niveau. Donc, je ne m'attendais pas à les battre. Au fur et à mesure, j'avance. C'était Xavier qui me coachait. Je me rappelle, je fais un match, alors je ne sais plus contre qui c'était, qui avait duré très longtemps. Et je ressors et j'avais les avant-bras complètement tétanisés. Et je suis allée voir Xavier, pas en pleurant, mais je dis « j'ai mal aux avant-bras ». Alors lui, ça l'avait fait bien rire. J'imagine, ouais. Il m'avait mis une grande tape dans le dos. Allez, on y retourne. Et puis, et en finale, je prends Laetitia Payet. Voilà, Ouais, et donc je perds en finale. tu prends quand même du beau monde sur la journée. Ouais, une belle compète. Outsider complet. Ouais, exactement. Donc c'est chouette. Et ça motive pour la suite, on va dire. Et puis derrière, quelques mois plus tard, on va dire que je confirme sur les championnats de France junior. Et puis ça, c'était plutôt en fin d'année. Donc après, il y a l'été qui arrive. Et c'était l'année où il y avait les JO de Pékin. Donc je pars en stage. À la fin du stage, moi, je devais faire un tournoi international junior. Et les 2 semaines avant, en fait, c'était le stage de préparation pour les JO. Donc on fait qui était à l'INSEP. Et les JO, c'était Pékin, du coup, il me semble. Ok, donc vous êtes à l'INSEP à ce On est moment-là? à l'INSEP avec les sélectionnés olympiques. Donc c'est un gros stage qui dure 2 semaines. Beaucoup de combats en surface. Et je crois le dernier jour du stage, où du coup j'étais au régime pour la compétition d'après. Dernier jour, c'est une grosse séance de surface. Et ce jour-là, justement, les sélectionnés, donc c'était Frédéric Jossinet qui allait faire les jeux et sa remplaçante, c'était Laetitia Payet. J'ai fait pas mal de combats en surface avec elle. Et à la fin de la séance, sur un des combats en surface, je me pète le croisé. Le premier. Le premier croisé. C'est là que tout démarre dans la série. Donc là, comment ça se passe du coup? Premier croisé Premier croisé, finalement, contrairement à ce que des fois on peut dire, on peut penser que c'est le plus dur parce que y a des personnes qui disent que la première blessure c'est la plus difficile parce que à ce moment-là on se sent encore invincible et du coup tu vois tu tombes de haut, t'avais l'impression que rien ne pouvait t'atteindre et en fait si. Mais moi je l'ai pas du tout vécu comme ça. Ouais, et puis toi t'es dans ton... On peut croire ça parce que tu es dans ton ascension au final. Ouais. Tu fais ta médaille aux France, tu confirmes en étant championne de France et puis tu commences à être invitée sur les stages prépa-jeux, prépa-monde, tout ça. Enfin bon, tu commences à mettre un pied dans le circuit quoi et c'est quand même un coup d'arrêt quoi. Ouais, c'était un coup d'arrêt, c'était dur, c'est sûr. Après ça date, hein, ça fait longtemps donc peut-être que comme c'est loin, ça passe mieux maintenant mais non, ça a été presque le plus facile parce que sur le coup c'est difficile, mais après ça y est, moi j'ai pas trop eu de doute sur le fait que j'allais revenir et voilà, j'avais pas de doute là-dessus. C'est un coup d'arrêt, ça arrive à d'autres personnes. Un peu l'insouciance du truc quoi. Oui, voilà, de toute moi façon, c'était plutôt ça. C'était que du plus sur ce qui t'arrivait, c'était la suite logique. Et d'accord, donc là, premier croisé, donc opération rééduc. Et à ce moment-là, tu es toujours à Bordeaux? Je suis toujours à Bordeaux, ouais. Donc je fais toute ma rééducation au Krebs de Bordeaux, avec les kinés, avec Xavier. Je pars aussi au CERS l'été, à Cabreton, donc un centre de rééducation. Et puis finalement, c'est bientôt la reprise. Hein. J'ai repris l'entraînement, c'est bientôt la reprise des compétitions. Et la prochaine grosse compétition qui arrivait, c'était le tournoi de France junior, donc un tournoi international pour les juniors, où il y avait une sélection fédérale. Et moi, j'avais rien fait de tout ce qu'il y avait avant. Et puis, je me rappelle que Xavier me dit j'ai fait une demande en gros pour que
tu fasses le tournoi de France, mais par contre en moins de 52. Ok, et à ce moment-là, le poids, c'est comment? Alors, je me rappelle plus, mais c'est certain que je suis au-dessus des 48. Je faisais déjà des régimes en 48, donc c'est certain que je suis au-dessus. Mais moi, dans ma tête, j'avais pas prévu de monter en 52. Et en fait, il me laisse pas trop le choix. Ouais, il te dit, si tu veux y participer, c'est 52 ou rien. Exactement, en gros, c'est ça. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Enfin, j'en suis certaine. Et donc... finalement, je suis sélectionnée en moins de 52, donc j'y vais et puis je fais deuxième. Donc ça confirme que oui, c'était et la bonne chose à faire pour ma santé et sur les résultats, il n'y a pas de problème, entre guillemets. La transition, elle va se faire. Alors, Puis faut pas oublier que le tournoi de France à cette époque-là, c'est un des plus gros tournois juniors que tu as dans la saison, avec la Russie peut-être. Mais c'est vrai que c'était un tournoi qu'on avait la chance d'avoir en France où il y avait, souvent tu avais les Japonais, les Russes qui venaient, tu avais pas mal de pays de l'Est, donc ça restait un très bon tournoi junior. Alors malheureusement ça s'est dégradé avec le temps, il y a eu de moins en moins, puis maintenant je crois qu'il n'existait même plus. Mais c'était un très très bon tournoi, et donc reprendre après un premier croisé dans la caté du dessus et aller chercher une breloque, bon, c'est un retour gagnant, quoi. Oui, c'est vrai. Donc à ce moment-là, je pense que tu dois te dire que tu es dans la bonne démarche, quoi. Oui, et du coup, j'ai plus non plus de doute sur le fait de monter en moins de 52 et de pouvoir performer dans cette catégorie, quoi. Du coup, la saison, tournoi de France. Du coup, après, c'est l'été, je refais notre compète, mais je fais pas de résultats. Et puis après l'été, je monte à l'INSEP. Ok, voilà. Donc au final, une dernière saison qui est un peu en demi-teinte au niveau des résultats, mais tu te sens bien, quoi. C'est-à-dire que les entraînements, le genou ça tient, avec Xavier ça continue de rouler sur les entraînements. Et l'INSEP, alors comment ça se passe l'INSEP? Parce que les gens ils pensent que l'INSEP, je sais que moi on me disait mais toi t'as demandé à aller à l'INSEP? Je dis non, ça marche pas comme ça, quoi. On vient te chercher et on te... Enfin, à l'époque, moi en tout cas, ça s'était passé comme ça pour moi. On vient te chercher, on te met, plus précisément, moi, on me met un coup de téléphone le 23 août pour me dire dans une semaine, tu montes à Paris. Voilà. Enfin, dans l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me souviens plus si j'avais fait une demande ou pas, non. Okay. Je me rappelle en tout cas que j'étais vraiment très très contente d'y être prise et d'y aller. Tu y avais déjà goûté parce que tu étais venue en stage. Ouais. Et donc, du coup, comment ça se passe? Nouvelle ville, nouvelle méthode d'entraînement, nouveaux entraîneurs. Oui. Donc pour le coup, il n'y a plus de retour les week-ends. C'est un petit peu loin quand même du sud-ouest et des Landes. Donc internat à l'INSEP, tout le temps, le week-end y compris. Entraînement 2 fois par jour, plus les cours. Donc j'étais en licence de STAPS. Les entraîneurs, ça change aussi. Donc, c'était Séverine Vandenende et Christophe Massina. Et puis après, il y avait le club à côté où là, j'étais donc à la CS Peugeot Mulhouse avec Jérémy Lebris et Baptiste Leroy. Donc un suivi sur Paris. Un suivi sur Paris. Pareil, le niveau il est beaucoup plus élevé, donc ça reste difficile. Voilà, un petit temps d'adaptation, mais... c'est difficile, mais comme j'aime m'entraîner, et ça se passe bien quand même, quoi. Du coup, première année INSEP, résultat pas extra. Oui, résultat pas extra. Je crois que je finis 5e au championnat de France, puis 7e. Donc c'est encourageant, mais forcément, c'est pas ce dont on a envie. Mais petit à petit, à force de persévérer, de s'entraîner, je pars aussi en stage au Japon. Et puis au retour du Japon, je gagne le championnat de France FFSU, où j'avais pris des filles à ce moment-là qui étaient fortes dans la KT. Donc, oui, tu te souviens un peu oui, je me rappelle, il y avait notamment Delphine Delsal et Elodie Groux, c'était des filles fortes à ce moment-là. Et donc voilà, ça remet un peu dans la bonne spirale en fait. Voilà, parce que des fois on est dans une spirale négative et tu perds, tu n'as plus confiance, tu repères, etc. Et puis du coup, refaire une perf, ça te remet dans la bonne dynamique. Et puis,
Ouais, c'est ça. Puis j'allais dire, bon, c'est un peu ce que Loïc nous disait aussi dans son podcast, c'est que, bah, l'air de rien, même si toi, tu avais l'habitude de t'entraîner beaucoup avec Xavier et sur des séances qui étaient assez dures, c'est vrai que bah, Paris, le monde sur le tapis, c'est pas le même. La fréquence, enfin, c'est quand même un rythme à prendre et souvent on met un petit peu de temps à s'adapter, on met un petit peu de temps à prendre le rythme. Et toi, en fait, c'est aussi ce qui t'est arrivé sur ta première année, quoi, hein, si je comprends bien. Ça met un peu de temps au Probablement, début. ouais. Et après, bon, tu commences un peu à prendre le rythme, à sortir un peu la tête de l'eau. Et puis là, les choses s'enchaînent. Ouais, du coup, je me retrouve à faire une poule de sélection pour la place de remplaçante au championnat du monde qui avait lieu à Paris en 2011. Et puis, je gagne la poule, donc je suis remplaçante à ces championnats. Et également, j'étais partenaire de Frédéric Jottinet. C'était une expérience assez incroyable. J'ai trouvé, en tout cas. Et puis, derrière, je finis deuxième au championnat de France individuel. Et le lendemain de ce championnat de France, il y avait le championnat par équipe. C'était le même week-end. Ça, c'était une bonne idée encore. Ça. C'était donc voilà, pas mal de fatigue quoi, accumulée. Et donc je fais deuxième aux indifs, je perds contre Pénélope Bona et le lendemain aux équipes, bah, je me répète le croisé, le même que 3 ans avant. Ouais, je me Même souviens côté. que la formule qu'ils avaient mis en place à ce moment-là, ça avait quand même pété pas mal de monde. Parce Ouais, que, c'est vrai. On était bon, beaucoup alors, au médical le ouais. lundi matin après ce week-end-là. Moi, je me souviens de m'être aussi pété à ce moment-là et d'être arrivé à 11h pour faire un IRM le lundi ou le mardi et je devais être le 10e judoka, je pense, à passer dans la machine. Donc, Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc là, coup dur. Sur le coup, on pense pas que c'est les croisés. Et du coup, il y a des sélections qui tombent suite à ma deuxième place. Donc, je suis sélectionnée, je me rappelle, je dois partir en Corée, tournoi de Paris, tout ça. Et puis finalement, on se rend compte que c'est tout en fait. Hein. Croisé, interne, ménisque, la totale, tout a pété. Voilà. Donc là, là tu te dis, bon, ça fait déjà 2 fois. ouais. Ça fait deux fois que ça arrive au moment où en plus je suis en pleine forme et je gaze bien, je fais des bons résultats. J'avais plein de sélections qui devaient arriver, il n'y aura plus rien. Enfin, il n'y aura rien, en tout cas cette année. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein. De toute façon, c'est fait. Et là, comment ça se passe là, dans la tête là, comme tu dis, ça cogite. Hein, Oui. Là, c'est dur quand même. Ouais. Là, c'est un coup dur. Parce que tu construis des choses, tu t'entraînes, tu mets des choses en place, tu réfléchis et puis et ça fonctionne. Et au moment où ça fonctionne, bah, c'est le gros coup d'arrêt. Ça s'écroule. Donc, c'est le corps qui lâche, quoi. Donc, tu sais qu'il faudra tout reconstruire. L'opération, c'est pas rien. Tu vas au bloc. C'est une grosse chirurgie. Voilà. Et puis toi, c'est le même genou en plus qui lâche. C'est le même en plus. Et donc, on me dit rapidement que quand même, ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est le même, ça va être plus long. Après, la chance qu'on avait, c'est qu'on était, on était à ce moment-là ensemble au médical à INSEP. On était quand même très bien entourés. Avec notamment Papy Jeannot, Zouzou. Voilà, on était vraiment très bien entourés et avec toujours beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de bienveillance. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas les meilleures périodes, je pense, qu'on a vécues, mais le groupe dans lequel on était, parce qu'en fait, on était quasiment tous des petits nouveaux à l'INSEP. Hein. Il y avait toi, il y avait Hugo Fonghetti. Oui. Il y avait Laura Holzinger, Caro Péchaud, Lola Benaroche, voilà. Donc une belle bande de bras cassés au médical. Maya Toyer aussi, je me rappelle. Maya Toyer aussi, ouais. Et c'est vrai que bon, ça nous a. J'ai l'impression en tout cas d'avoir été un groupe en fait où on s'entendait bien et on était tous dans la même galère. Ouais. Ça nous a aidé un petit peu à mieux passer mieux faire passer la pilule. Ça nous a aidé. Les moments difficiles, c'est parce que du coup, ça a pris beaucoup plus de temps que le premier. J'ai fait ma compétition, quand j'ai repris, c'était 1 an et 4 mois après. Ouais. Donc ça a été quasiment 1 an et demi, quoi.
Donc, tu vois les gens venir au médical, repartir, parce que souvent les blessures, c'est un peu plus court quand même. Ouais, c'est ça. Donc voilà, t'as des moments quand même difficiles. Ce qui était difficile, ce que j'ai trouvé vraiment difficile sur ce croisé-là, c'était le manque de perspective et d'objectifs. Comme ça n'a pas avancé comme on voulait, y a des moments où du coup tu sais pas du tout quand tu pourras reprendre, tu sais pas du tout comment ça va évoluer. Et du coup, tu peux pas te fixer des objectifs de compétition, tu vois. Tu peux pas avoir une compétition en tête, ton point rouge dessus, ta carotte, entre guillemets, pour te dire allez, je m'accroche, j'ai ça en ligne de mire et on y va. C'était ça qui était difficile parce que quand on est sportif, on devient. On vit avec des objectifs, en fait. Enfin, Ouais, c'est une puis espèce quand d'addiction aux objectifs, je trouve. Ouais, T'as un objectif, tu vas le chercher, ensuite tu passes à un autre et ainsi de suite. Et si t'as pas l'objectif, c'est compliqué, quoi. Ouais, puis ça tu pourras nous le dire aussi, mais dans une rééducation, c'est jamais linéaire, quoi. C'est-à-dire qu'au début, Ouais, voilà. tu progresses très rapidement, Mm, et après arrive une phase où tu stagnes pendant Mhm. un moment. Et ça arrive même que des fois, bah, ça soit encore un peu plus dur et un peu moins bien que ce que tu faisais avant. Enfin, C'est en jamais. dents de scie, quoi. Ouais, c'est Ouais. en dents de scie et c'est jamais linéaire du coup. Et ben voilà, moi j'y suis passé aussi, mais comme d'autres à cette époque, le système fait que bah, voilà, tu fais des fois des IRM de contrôle, tu fais des tests. Euh, des tests sur le biodex, tout ça. Et puis des fois, tu as l'impression de te sentir super bien, que bah, ça va dans le bon sens, etc. Et puis des fois, tu arrives au test du biodex, mais en fait, bah non, ça va pas si bien que ça, en fait. Ouais. Donc, Ouais, et puis t'as des phases de douleur, tu peux plus travailler. Donc faut être patient. ouais, faut être Et, patient. Puis comme tu dis, je pense qu'on a été bien entouré Ouais. avec Papy Jeannot et Zouzou, parce Ouais. que bah, je pense qu'on a réussi à ce moment-là à créer une certaine complicité avec eux. Et C'est sûr. bah, l'air de rien, quand tu passes un an et quelques avec quelqu'un Ouais. tous les jours, les yeux dans les yeux, et Oui, dans la souffrance. voilà, tu Ouais. vis. Enfin, dans la souffrance, il y a pire dans la vie, mais. Il y a pire, mais quand c'est ton objectif, Voilà, voilà, tout ça, et bon, on en a tous lâché, hein, des petites larmes dans le médical, Bien sûr, quand ouais. les nouvelles C'est sont pas sûr. forcément bonnes au niveau du genou, machin, tout ça, et c'est vrai que bon, il faut lui rendre hommage à Papy là-haut, et à Zouzou Oui. qui est toujours là. C'est des gens qui ont réussi à être bienveillants avec nous, Tout en nous faisant travailler. tout en nous en travaillant, parce que c'était pas une partie de rigolade. Hein. Avec la dureté quand même, Ouais. ouais, c'était des grosses journées. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter un peu la journée d'un blessé à l'INSEP? Alors la journée d'un blessé, alors sur les grosses journées, alors toutes les journées sont pas les mêmes, forcément ça s'adapte à l'état de forme, à où on en est, etc. Mais une grosse journée, c'était... alors moi j'avais cours donc de 8h à 10h. À 10h, hop, je filais en kiné. Enfin, tu dis 8h à 10h, hop, je file en kiné. En vrai, c'est pas si facile que ça. Non, Parce que t'es en béquille. ouais, Donc, ouais, voilà. Donc, même si la cafette elle est à côté, c'est un projet Non, ça, sur une ouais, demi-heure hein, déjà pour y aller. Ah Faut oui, y aller, ouais. faut prendre son plateau. C'est faut- presque le pire. Les trajets en béquille, je me rappelle, c'était l'enfer. Parce que, en tout cas, au début, en plus avec la douleur, non, moi je me rappelle, c'était l'enfer les trajets en béquille. Donc, c'est des cours, il faut aller en kiné. Ensuite, séance de kiné en fonction de ce que tu peux faire. Mais sur la grosse période, donc grosse séance de kiné ou beaucoup de renforcement. Tout de suite en suivant, une séance de prépa physique. Ensuite, tu vas manger, il est déjà 13h, quelque chose. Ouais, t'es arrivé à 10h30 Ouais. au kiné et tu ressors du dojo. Donc rebelote les béquilles, tout ça. Si tu arrives à choper quelqu'un qui a une voiture qui peut t'amener au passage, c'est la victoire du jour. Et puis derrière, ça reprend, dépendant des jours, soit je retournais en cours à 14h, soit à 14h par exemple, je pouvais avoir piscine avec Jacqueline. Ouais, mais c'est La bien. fameuse Jacqueline, donc une manière de travailler dans l'eau, voilà, du coup on n'a pas le poids de corps comme on peut l'avoir sur la terre. Donc piscine avec Jacqueline, on va dire de 14 à 15h30, tout de suite ça enchaîne derrière avec de nouveau de la kiné, tu vois, de 16h à Ouais. 17h30, 18h.
Et puis derrière, généralement, tu as encore des soins, tu vas glacer, etc. Et puis tu termines ta journée, et ça fait une bonne journée, ouais. Ouais, ça fait. Moi, du souvenir que j'en ai, en tout cas, c'était des journées qui étaient rudes. Hein. Parce que, et bon, plus t'arrivais sur la fin de la rééducation, plus c'est difficile. Et plus c'est difficile et plus c'est intense en tout cas. Plus c'est intense en tout cas. Et ouais, et puis à ça, tu rajoutes aussi, alors c'est pas tous les jours, mais rendez-vous avec le médecin, avec le chirurgien. Moi, je sais que j'ai toujours pas mal, on va dire, réfléchi à ce que je faisais, essayer de mettre des choses en place, analyser, que ce soit en période de blessure ou pas de blessure d'ailleurs, ce qui fonctionne pas, et réfléchi à m'entourer, donc par exemple avec un nutritionniste. Ouais. Donc c'est ça, pareil. C'est important ce que tu dis parce que tout le monde ne le fait pas. La vérité, c'est qu'à l'INSEP, il y a tout ce qu'il faut. Médecin, nutritionniste, il y a des kinés, il y a des podologues, il y a des psys, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué forcément à aller de nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Souvent, on te l'incite un peu. C'est l'entraîneur qui te dit ça serait bien, tu vois, que tu ailles. Oui, et moi, j'avais la chance par rapport à la formation que je faisais, qui était une formation d'entraînement STAPS, où du coup, on m'apprenait tout ce côté-là, ces fonctionnements pour performer. Donc, j'avais la démarche, quoi. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que Loïc, dans son premier podcast, dans son podcast, il nous a expliqué qu'à un moment donné, il a entrepris des études dans l'entraînement, donc il passait par STAPS, ensuite il a fait un DES. Et c'est justement en faisant ce cheminement des études qu'il s'est posé beaucoup de questions et qu'il a beaucoup réfléchi sur sa manière de s'entraîner et ce qui lui a permis d'évoluer, quoi. Donc un peu comme toi au final. Ouais, j'ai essayé d'utiliser quoi, ce que j'apprenais. Après, tu n'utilises pas tout non plus, enfin comment dire... tu fais un tri, tu prends ce que tu as besoin. Tu fais un tri, il faut aussi se laisser un petit peu aller, même si c'est pas facile. Et puis, et à un moment donné aussi, t'es athlète, t'es jeune. Enfin voilà, à ce moment-là, par exemple, on a pas mal fait la fête. C'est sûr que ça, c'était pas conseillé, mais... Ouais, c'est clair. mais pour redonner un peu l'anecdote pour les gens qui vont nous écouter, à cette période-là, à l'INSEP, donc nous, on a tous 18-20 ans, non enfin, on est dans cette tranche-là. Ouais, moi j'ai la vingtaine, 21 peut-être. Plus jeune. 21, Donc on est tous dans le même bateau, on a quasiment tous un genou dans le sac à ce moment-là. Ouais. C'est notre première année à l'INSEP. Et donc on vit ensemble tous les jours. Et puis en fait, à la cafette de l'INSEP à cette époque-là, et ils vendaient des bières. Oui. Ils vendaient des bières. Et c'est vrai qu'au moins une fois par semaine, alors on appelait ça la fête à la cafette. Ouais. C'est-à-dire que tout le groupe des éclopés partait en béquille. Et puis c'est vrai que on faisait la fête ce à la qui cafette, n'était pas du tout conseillé. Non, mais je pense que c'était pas anodin. Avec du recul, je pense qu'à un moment donné, on avait besoin de décompresser. Parce que, comme on disait, c'est des grosses journées. Ouais, puis tu rentres pas chez toi le week-end. Ouais. Tu vas pas te faire 7 heures de train pour toi pour rentrer dans le sud. Puis tu as besoin à un moment donné de souffler. Oui, et puis pendant ce temps, les autres continuent de s'entraîner, ils font du judo, ils vont en compétition. Je pense que oui, c'était le moyen qu'on avait trouvé pour décompresser. Bon, et puis au bout d'un moment, ils ont arrêté de vendre des bières à la cafette. Oui, au bout d'un moment, ils ont arrêté parce c'est comme ça que ça s'est arrêté. C'était toujours le même groupe de vilains qui arrivait passé 18h. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils se sont dit c'est peut-être un peu limite quand même. Ouais, donc ils ont arrêté et puis nous aussi. Bon, on allait ailleurs. Non, pas totalement arrêté, quand même. Un petit peu ailleurs, mais c'est vrai que ça nous a calmé quand même. Bah oui, ça nous a un petit peu calmé, c'était pas plus mal. C'était pas plus mal, ouais. Donc là, rééduque à fond. Et on a une petite anecdote tous les deux. Ouais. Est-ce que tu peux la raconter? Alors, quand je me fais opérer à ce moment-là, donc au tout début, au moment où je me fais opérer, je rentre à l'INSEP, je rentre en ambulance. On me met dans ma chambre. Alors, je sais pas si c'était fait exprès, mais cette année-là, justement, on m'avait fourni une chambre handicapée à l'INSEP. Donc ça, c'était super. Un signe. C'est-à-dire avec la douche sans le rebord, je pouvais m'asseoir en me douchant, donc c'était parfait. Mais il fallait faire des piqûres tous les jours pour d'anticoagulants. Ouais.
Et c'est toujours la même histoire avec les béquilles. Il y a une infirmerie à l'INSEP, mais quand tu es en béquille, tu essaies de limiter au maximum tes trajets. Puis le week-end, l'infirmière n'est pas forcément là. Et donc je me rappelle, je m'étais dit, c'est bon, je vais me faire mes piqûres toute seule. C'est pas bien compliqué, quoi. J'avais vu un peu à l'hôpital comment ils faisaient. Je l'avais vu sur le premier croisé, là, à l'hôpital. Donc je m'installe dans ma chambre tranquillement. Je sors ma petite piqûre et puis je m'apprête à planter là dans ma cuisse et j'arrive pas, quoi. Donc je me rappelle, j'essaye un petit moment, mais impossible, j'arrive pas à me lancer, quoi. Donc finalement, je prends mon téléphone et j'appelle le père Dion, ici présent. Ouais, je me souviens, tu m'appelles, alors moi j'étais encore au bâtiment des mineurs, hein, je crois, à ce moment-là. Tu m'appelles et tout, et puis tu me dis, ça tourne un peu autour du pot, est-ce que tu peux venir me faire la piqûre tout ça. Bon, moi évidemment, je n'avais jamais fait une piqûre de ma vie, hein, et bien évidemment, je lui dis, bien sûr, pas de problème, déjà fait, pas de souci. Et puis c'est vrai que je suis arrivé, tu étais dans ta chambre avec ta piqûre à la main, en train de trembler comme une feuille depuis 1 heure devant, savoir où est-ce qu'il fallait piquer. Ouais. Donc ça, bon, pour la petite histoire, je me suis trouvé des talents d'infirmier. Ouais. Et ouais, tu vois, c'est des trucs quand même, comme tu dis, quand tu es en béquille à l'INSEP, même si tout est sur place, tu réfléchis au moindre déplacement, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas en cours, que tu as oublié un livre dans ta chambre, bon bah tant pis, quoi. Selon là où tu es sur le chemin, tu vas en cours sans les affaires, quoi. Tant pis, mais ouais, comme tu dis, tu vois les autres qui s'entraînent, qui partent en compète, qui commencent certains à performer, tout ça. C'est pas les meilleurs moments, et c'est vrai que d'être bien entouré à ces moments-là, c'est important, ouais. C'est quand même important, ouais. C'est important, et après ça t'apprend aussi des choses. Ça t'apprend pour le coup à persévérer, à te relever, à être autonome aussi quand même, parce que les entraîneurs à ce moment-là, eux, ils sont sur le tapis, quoi. Pendant les entraînements, ils partent en compète, ils sont sur le tapis, ils viennent un petit peu en prépa avec toi, mais... Ouais, tu disparais des radars à ce moment-là. Voilà, il faut que tu apprennes à être autonome, même sur ton organisation des journées, ce qu'on disait, il faut s'organiser sur les journées comme ça. Ouais, donc vrai. Ça apprend des choses quand même. C'est vrai, et puis il y a aussi cette notion de, comme je disais, de sortir un peu des radars, c'est-à-dire quand t'es pas sur le tapis, c'est pas que t'es pas visible, mais tu l'es moins. C'est-à-dire que c'est normal. Les entraîneurs, ils ont aussi, Duport, elle est blessée, elle est en rééduc, elle est entre de bonnes mains. Voilà, oui. Et c'est vrai que des fois, ça manque un peu, ça, ce dialogue. Tu vois, l'entraîneur, en tout cas, moi je parle dans mon cas, mais qui vient, qui te, comment ça avance. Tu passes un peu du tout au rien, en fait. D'un côté, t'es mis à l'écart, mais par la force des choses, en fait. Oui. Du coup, rééducation. Ouais. Rééduc, fin de rééduc. Fin de rééduc. Donc là, t'es sur ta 2e année du coup à l'INSEP. Un peu plus, un peu plus, hein, il s'est passé un peu de temps. Puisque je suis arrivée en 2009 et fin de rééduc, je reprends en 2013. Donc il s'est passé quand même un petit moment, ouais, quand même. Donc je reprends. Toujours interne à ce moment-là. Je sais plus, je suis restée... non, je pense que c'est la fin, je suis restée 3 ans interne. Donc je pense qu'au moment où je reprends, ça y est. Et puis, je refais mon chemin et assez rapidement, de nouveau, je fais quelques résultats. Pas sur la première compétition, mais derrière, je me rappelle, il y a une European Cup à Londres et je gagne. Et notamment sur Pénélope Bona, contre qui j'avais perdu justement quand je m'étais la veille de ma blessure et qui était à ce moment-là très forte. Donc ça reprend fort, de nouveau c'est encourageant. Et puis je suis sur une bonne dynamique, je gagne plusieurs European Cup et finalement je pars avec l'équipe au championnat du monde à Rio où je pars en tant que partenaire et remplaçante pour le championnat du monde. Belle victoire quand même. Et voilà, c'est... Quand tu vois l'année et demie de galère qu'il y a derrière. Exactement, ouais. Voilà, tout ce qu'on disait juste avant, c'est quand même, pour le coup, là, bien remonter la pente, on va dire. C'était aussi une bonne expérience. Finalement, je combats au championnat du monde. Je fais 2 combats, voilà, donc c'est une bonne expérience. On finit 3e avec l'équipe, même si c'est pas moi qui ai... Ouais, mais bon, c'est
de là où c'est une bonne expérience, c'est toujours voilà. pareil, Ouais. c'est pas un éternel recommencement à zéro à chaque fois. Oui, il faut prendre ce qui est à prendre et puis et là, pour le coup, profiter. tu t'en sors pas trop mal. Voilà, exactement. Après ça, par contre, de nouveau, c'est un peu compliqué, un peu moins de résultats. Donc là, on est à quelle période? Là, donc ça, c'était l'été 2013 et donc c'est à la rentrée, quoi. Sur le début de saison 2013-2014 où c'est pas super, je fais rien au championnat de France, je sors sur un Grand Prix, je fais rien. Et puis l'année a continué un petit peu et les championnats de France par équipe arrivent, on gagne avec Mulhouse. Ouais. Et derrière, individuellement, ça suit aussi, on va dire, comme si ça m'avait un petit peu relancé, remis en confiance. Et je gagne de nouveau plusieurs European Cup. Voilà, je fais des bons résultats. Je finis deuxième au championnat de France qui suit. Ouais, donc ça y est, Ouais. la machine est relancée et Exactement. t'es reparti sur de bonnes bases. Voilà. Des bons résultats, mais c'est toujours en dents de scie. Des fois, c'est bien. Et après, il y a de nouveau une petite période où c'est moins bien. Et puis, ça se passe. Les années continuent. Je sais pas si c'est hyper important de détailler, mais finalement, en 2016, je me rends compte, je suis pas très lourde. En 52, je suis un peu entre les deux, quoi. Il y a un été, l'été de 2016, où je me retrouve, je fais 50 kilos sans rien faire. J'ai toujours été un peu légère, tout le long là j'étais assez légère en moins de 52, sauf au début, mais les dernières années j'étais assez légère, je faisais pas de régime, quoi. Même après les retours de croisés? Même après les retours, ouais, je crois que ouais, c'était un poids naturel, quoi. Et j'ai pas tendance à prendre du poids. Et pour le coup, on avait essayé de faire l'inverse d'abord avec Frédéric Wallen, c'est-à-dire que je grossisse, que après justement les championnats du monde à Rio là. On avait mis en place des grosses séances de musculation. Je me rappelle, je faisais 4 fois de la musculation par semaine. J'avais un régime. J'avais un 52, ouais. J'avais un régime alimentaire. C'est pareil, j'étais suivie par une nutritionniste, mais pour prendre du poids. Donc ça marche dans les deux sens. Hein. Et ça, j'arrivais pas, quoi. Je prenais pas de poids. Après une grosse période où j'ai fait 4 séances de muscu, les fromages blancs tous les soirs, machin. J'avais fait avant ça des examens, une DEXA où on regarde ta composition corporelle, ta masse musculaire, ta masse grasse, etc. Ouais, la densité des os. Voilà, je fais la grosse période pour prendre de la masse musculaire, je refais la DEXA et là on me dit bon bah t'as perdu du muscle. Je dis oh, c'est pas possible. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu cette période-là de prise de masse entre guillemets, avec Fred, elle a duré combien de temps? Je sais plus, mais quelques mois, quoi. Quelques mois, quoi. Ouais. Et bon, c'est que mon corps, j'ai vraiment du mal à prendre de la masse musculaire. Mais bon, j'ai quand même continué. Et puis, au bout d'un moment, voilà, je voyais que j'étais entre les deux. Et puis, les Jeux de 2016 sont passés. Et je vois qu'il y a quand même une place à prendre à moins de 48 kilos. Et du coup, je me pose la question de descendre en moins de 48. Donc là, on est en 2016. On est en 2016. On est l'été 2016, quoi. Donc c'est post-Jeux Olympiques. Ouais. Ok, donc là, tu es en 52. Qui est la titulaire en 48 à ce moment-là? C'est Laetitia Payet qui a fait les Jeux. Mais je sais plus. Qui était avec Amandine, mais qui montait de catégorie. Ouais. En fait, Amandine montait en moins de 52. Laetitia Payet, elle a arrêté. Et c'était Mélanie Clément derrière aussi qui était la plus performante. Voilà. Et du coup, donc je me dis, je vois qu'il y a, enfin je pense en tout cas qu'il y a une place à prendre. C'est pas comme en 63 où il y a Clarisse et on sait que ça va être très compliqué. Voilà, il y a quand même quelque chose à faire entre guillemets. Et je vois que je suis pas très lourde, donc je me pose la question. J'en parle à Tony, qui est mon entraîneur. Voilà, à ce moment-là, je suis à l'USO à Orléans avec Anthony Rodriguez. Et on en parle ensemble parce que voilà, pour avoir son avis, parce que avoir son accord aussi quand même, parce qu'il faut penser que quand même on est payé par, je suis payée par le club, donc eux ils m'ont recruté comme moins de 52, donc faut aussi leur demander l'accord quand même. Ouais, bien sûr. Donc Tony lui il est ok, il me suit dans cette peut-être démarche, et pour faire mon choix, du coup je fais des examens médicaux et tout ça pour voir si c'est faisable, si c'est pas dangereux.
voilà, avant de me lancer, je voulais vraiment être sûre que pour ma santé, il n'y avait pas de problème, quoi. Ouais, puis 48, tu les as pas vus au final depuis tes années juniors, quoi. Ouais, Donc, ouais, bon. ouais. Donc ça fait bien longtemps. Ouais. Ouais. Et donc je fais les examens médicaux, je vois le médecin Stéphane Guen qui m'a suivi tout le long à l'INSEP d'ailleurs pour les croisés, pour tout. On fait des prises de sang, de nouveau la DEXA, et demande l'avis du nutritionniste et puis Steph me dit c'est plutôt ok, quoi. Ok. Donc, On demande aussi à la gynécologue. Ouais, t'as fait quand même une vraie démarche, quoi. Ouais, C'est-à-dire que tu t'es entouré des bonnes personnes à ce moment-là pour pouvoir prendre cette décision. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de tous les athlètes. Ouais. On est d'accord. Notamment, par exemple, on a demandé à la gynécologue parce que au niveau de... On étudie aussi les os et là-dessus, il y avait un petit doute sur... ouais, je ne saurais pas l'expliquer, mais il fallait faire attention là-dessus. Et on a du coup demandé l'avis à la gynécologue qui a donné son accord. Mais par exemple, il fallait que régulièrement, je fasse un petit peu de corde à sauter pour qu'il y ait de l'impact et que ça simule. Ah ouais, tu vois, voilà. C'est important quand même parce que tu t'engages quand même dans un truc là où bon, c'est pas simple. Hein. Va falloir redescendre. Donc le faire de manière intelligente. Donc là, bien sûr, Tony, les médecins, tout ça. Et puis tu n'as surtout pas de certitude que ça marche. Oui, en fait. Non, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est un nouveau défi, donc ça reste excitant, quoi. Ouais. Du coup, je me lance en 2016. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est de faire les championnats de France en novembre, en moins de 48. Donc, on fait une planif avec Tony. Je repars sur des tournois nationaux. Je refais un peu le cheminement. Je repars à zéro un petit peu, quoi. Les tournois nationaux, ça va bien. Mais au championnat de France derrière, je perds et je fais rien du tout. La descente au poids, elle s'est passée comment ? La descente, elle est difficile. C'était assez draconien. Première, on va dire la première descente où tu redescends à 48. Comment ça se la passe ? première, je crois qu'il y avait 1 kilo de tolérance. Ça se passe, c'est dur, mais ça se passe bien. C'est le début. Il y a de la privation, il y a de la rigueur. Mais c'est le début, donc ça va, t'es pas encore... Ouais, puis t'es motivé aussi. Tu vois, voilà, t'as envie d'y retourner, quoi. Ouais. Et puis sur la compétition, c'était à Noisy, je gagne, donc c'est encourageant de nouveau. Par contre, je perds au championnat de France. Donc quand même, petit doute, tu dis, est-ce que c'était est-ce que c'était une bonne idée ? Là-dessus, je suis vraiment rassurée par le club, notamment. Olivier Depierre, je me rappelle qu'il m'avait beaucoup rassurée là-dessus, en disant, il n'y a pas de souci, c'est pas bien grave, nous on te suit de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Et ça, c'est rassurant, c'est pas le cas, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Non, c'est sûr, puis il faut aussi remettre dans le contexte que nous, on n'est pas un sport professionnel. Tu vois, c'est ton seul revenu à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le club te paye pour être performante. Et bon, quand ça marche pas trop, c'est... t'as toujours ce doute, c'est pas un doute, c'est que généralement, tu te dis ta paye, elle va baisser, quoi, si tu fais pas de résultat, donc c'est pas bon. Puis on a aussi tous les inconvénients d'un sport professionnel, parce que tu le dis, tu t'entraînes tous les jours, 2 fois par jour, tu fais des études à côté, tu gères beaucoup de choses quand même dans ta carrière, t'es à fond dedans à 200% tous les jours, 2 fois par jour, et en fait, on n'a aussi pas les avantages d'un sport professionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas les salaires d'un footballeur ou d'un rugbyman, tu vois. Donc c'est sûr que à la fin du mois, quand tu as tendance à être un petit peu moins performant, tu te poses la question, quoi. Tu te dis comment je vais faire, est-ce que le club va continuer, va pas continuer, Et là-dessus, j'ai tout de suite été rassurée par le club, donc ouais, c'est bien. Ils visaient sur l'Olympiade de toute manière. Voilà, donc je reste là-dedans. Par contre, c'est vrai que les régimes deviennent, même mentalement, c'est difficile. C'est vraiment... fallait que je perde pas énormément de poids, mais comme j'ai peu de masse grasse, c'était difficile. Tu tournes à combien là, de masse grasse à peu près quand tu avais fait tous tes examens? Alors,
À cette période-là, exactement, au moment où je fais les examens avant de descendre, je crois que j'étais peut-être vers les 16, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas énorme hein, quand même. Et La moyenne pour une femme, c'est les sportifs de haut niveau, je crois qu'elles sont généralement c'est cette moyenne-là, vers les 16, mais ça peut aller à 20, 22. Ok. Voilà. Donc t'es déjà... Donc je suis déjà pas bien haute quand même. Ouais, t'es déjà... Mais par rapport aux examens médicaux qu'ils avaient fait, il y avait quand même l'accord. Ça arrive qu'il y ait des femmes qui descendent beaucoup en dessous et tout va bien. Après, ça dépend des profils. Mais au fur et à mesure, ça a bien descendu et peut-être qu'on pourra parler à la fin de comment ça a évolué. Ouais, bien sûr. Mais donc, je continue quand même. Et justement... la fédération me fait confiance aussi dans ce projet-là et me sélectionne sur un tournoi international. Ce qui était... tout le monde n'était pas forcément en accord avec ça puisque j'ai pas fait de résultat au championnat de France, j'ai rien prouvé encore en 48. Eux, ils ont fait ce choix-là, ce qui était très bien pour moi. Ils ont mis une pièce sur toi. Ouais, exactement. Et puis, du coup, je pars avec eux et je gagne. Donc... C'était quelle compète ? Donc, c'était une compète au Maroc. Donc, du coup, ça me relance dans cette catégorie. Et je sors de nouveau avec la Fédé. Je fais notre médaille. C'est des European Cup, je crois. Ouais, c'est bien. Donc, ça veut dire que tu commences à reprendre ton rythme de croisière que tu avais avant ton genou. Ouais, et dans une nouvelle catégorie. Dans une nouvelle catégorie. Voilà. Donc après il y a l'été et donc la saison d'après je suis sélectionnée par la Fédé sur un Grand Prix en moins de 48 toujours. Donc là en fait tu es en train de te dire que le plan que tu as mis un peu en place de remonter en 48 voilà, tu es en train de te dire que bon ça va commencer à payer quoi. Ouais, je me dis voilà, le plan c'était de viser les jeux quoi et donc je me dis là c'est en bonne voie et ça peut le faire quoi. Donc entre guillemets, enfin déjà prendre la place de numéro 1 française et performer à l'international, ainsi de suite. C'est par étapes, quoi, mais ça peut le faire. Donc, l'étape d'après, ce qui est European Cup ou Continental Open, c'est les Grands Prix. Donc, je fais un Grand Prix avec la Fédé et je fais ma première médaille en Grand Prix. Rentrée 2017, ça, du coup. Voilà, exactement. Derrière, je refais notre compète à Malaga où je gagne. Et puis ensuite, il y a les championnats de France et je gagne donc les championnats de France. Ouais, donc là, tu es sur 3 compètes, 3 victoires en début d'année, quoi. Ouais. Pas 3 victoires, non, j'avais fait 3e à Zagreb. T'as 3 breloques, dont un titre le premier titre de championne de France, et tout le monde était présent sur ce championnat. Donc, de joie. Ouais, j'imagine, ouais. Après toutes ces galères... Ouais, exactement, voilà, c'est des belles revanches et... Ça en vaut la peine, quoi. C'est pour ça que tu fais ça, donc c'est vraiment des grosses émotions. Et du coup, je suis sélectionnée sur le Grand Slam de Tokyo et sur le stage. Donc, je pars là-bas. Par contre, je fais une mauvaise compétition. Ouais. Et je perds au premier tour. Derrière, il y a le stage. Donc, gros stage. À ce moment-là, c'était Lucie Descosses qui s'occupait de moi sur ce stage. C'était vraiment très bien. Mais dernier jour du stage, je me fais mal au genou. Je fais une action et là, je m'écroule, quoi, tout simplement. Est-ce qu'à ce moment-là, tu n'es pas en train de te dire... Ça y est, l'histoire, elle est en train de se répéter. Alors, tout de suite, je vais voir la kiné qui était là, Morgane, et direct, je lui dis, tu peux me tester les croisés, s'il te plaît? Ouais, tu sens le... Ouais. Et elle me teste, mais le problème, c'est que quand on te teste comme ça, il suffit que tu retiennes un peu, tu contractes tes muscles et ça fausse le test. Et c'est sûrement ce qui s'est passé. Et donc, elle me teste et bon, non, sur le test, tout va bien. Bon, alors moi, du coup, je saute sur l'occasion du tout va bien pour éliminer la piste du croisé, tu vois, c'est que c'est... Peut-être un petit peu de... On commence un peu sur le déni direct, quoi. C'est ce que j'allais dire, voilà. Un peu dans le déni, de se dire... complètement, c'est... Bon, non, je vais pas y retourner pour une 3e fois, quoi. Mais inconsciemment, quoi, tu vois. Donc, dans ma tête, ça y est, c'est éliminé, c'est pas ça. Bon, finalement... j'attends que mon genou il dégonfle quelques jours, puis je me strappe et je essaie de faire un entraînement et rebelote, le genou il lâche, quoi. Je suis sur un appui, bam, ça lâche et je retombe. Mais moi, on reste sur le
On reste sur le déni, je repense même pas à l'histoire du croisé. Hein. Elle a dit que c'était ça, c'est ça. Elle a dit que c'était pas ça surtout. Ouais, elle a dit que c'était pas ça, donc elle a dit c'est bon. C'est que c'est... Voilà, ouais, c'était ça. Sans le formuler, mais c'était Ouais, ça. ouais. On rentre en France et donc je vais voir Steph Nguyen et pareil, elle me teste et je pense que on le sent pas quoi. Voilà, on le sent pas. Donc elle me dit on va quand même faire une IRM pour voir l'histoire. Peut-être que c'est un kyste. Donc je vais faire une IRM. Je vais à ma petite IRM dans Paris là parce qu'à ce moment-là à l'INSEP c'était pas encore la bonne IRM. Et bon, je fais tranquillou. Moi j'attends de voir où est-ce qu'il est le kyste quoi. Ton genou il n'avait pas plus gonflé que ça. Non, ça allait. Et puis là, j'attends les résultats. Mais souvent, tu sais, tu fais ton IRM, tu attends un peu qu'on te donne ton dossier, on te le donne et tu t'en vas. Et puis là, le radiologue, on me dit, il vous attend dans son bureau. Et là, je me dis, tiens, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il veut bien me À raconter, l'INSEP quoi, encore, ça arrive, mais ouais. c'était en dehors de l'INSEP. Ouais, Quoi. bien Je sûr. me dis, après, c'est quelqu'un qui travaillait aussi à l'INSEP. Déjà, je me dis, tiens, c'est bizarre ça. Enfin, Ouais. c'est pas besoin quoi d'aller jusque-là pour un kyste quoi. Et puis je m'assois et puis là il me dit bon ben c'est vous croisez quoi, c'est ligament croisé antérieur. Ouf. Ouais, il est partiellement rompu. Alors là, je dis non, c'est une blague. Je crois que je lui dis ça. Ouais, Il me dit non. Alors je suis complètement sonnée. ouais, j'imagine, ouais. Je suis complètement sonnée, il y a un gros coup de pas bien. J'appelle mes proches, j'appelle Marge, je rentre. Et une fois que je suis rentrée chez moi, je repars dans le déni. Donc, c'est-à-dire que je me dis, ils se sont trompés, je pense. Ah ouais. Ouais. Je me dis, ils se sont trompés dans les dossiers. C'est-à-dire qu'il a regardé une IRM. Ah ouais, Ouais. le truc improbable quoi. En plus. Ouais. Mais vraiment, j'y crois. Hein. Je me dis, je pense que en fait, il a regardé des images qui n'étaient pas les miennes. Tu vois, il a échangé les dossiers. Ah, tu voulais pas y croire. Ouais, du coup, je rappelle la clinique et je leur explique. Je leur dis que oui, bonjour, j'ai fait une IRM ce matin, mais je pense que vous êtes trompé dans les... Le radiologue il s'est planté quoi. Je lui dis, je pense que vous êtes trompé dans les images et du coup, est-ce que vous voulez pas vérifier, re-regarder quoi Et du coup, pour le coup, la dame, elle a été très patiente. Peut-être qu'elle a senti qu'il y avait un peu de... Désarroi. Je sais pas, elle a senti que... je sais pas. En tout cas, elle était très patiente. Et elle a regardé, elle me dit non, c'était à telle heure. Oui, mais comme je dis le nom, là, j'ai vu ou là, il n'y aurait pas un souci. J'essayais de trouver un truc pour faire en sorte que ce soit pas mon dossier, ce soit pas mes images à moi où il y avait les croisés. Et du coup, au bout d'un moment, elle me dit non, mais écoutez... je vais vous dire, ce matin à 9h30, il n'y a eu qu'une seule Lucille Duport née à Dax le 19 novembre qui est venue. C'est bien vous, quoi. Bon, bah. Voilà. Bon, ok. Du coup, j'appelle Tony et je lui dis, je lui explique. Je lui dis, j'arrête, hein, c'est bon. Enfin, si on me dit qu'il faut encore une opération, je dis ça, c'est bon, j'arrête. Le même. Non, c'était l'autre. On change, ouais. Ok. Et je lui dis, j'arrête. S'il faut me faire opérer, j'arrête. Là, on est début 2017. On est fin 2017, ouais, on est fin en d'année. décembre, quoi. Ou Donc janvier, même, peut-être, le Ouais. temps que... Je sais plus. Donc tu Non, cartonnes, décembre, on est en décembre, tu ouais. cartonnes en début d'année, un peu l'été aussi avec la Fédé, Ouais. début d'année ça cartonne, titre chez les... Ouais, c'est rebelote, quoi. Tout va bien. Ouais. Je re-arrive au meilleur de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, tu vois. Même à chaque fois un peu plus, Ouais. tu vois. Et à chaque fois, à ce moment-là, boum, quoi. Ça s'arrête pas, quoi. Je me dis... Et là psychologiquement... je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est Ouais. un acharnement, quoi. Je sais pas qui s'acharne, mais il y a un truc, quoi. Tu vois. Ouais, et puis en plus, sur la descente en 48, tu fais quand même l'effort d'aller... je dis faire quand même l'effort, mais en fait, c'est ni plus ni moins normal, tu vois. Tu vas voir des médecins, tu consultes... Je fais ça bien, quoi. Ouais, Tu voilà. fais ça bien, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu t'entoures Ouais, de ouais. personnes compétentes, Ouais. le travail avec Tony, il commence à porter ses fruits. Exactement, ouais. Ça, tu vois, même le fait que les descentes sont un petit peu plus dures à chaque fois, tu te dis, ça vaut le coup parce que la Ouais, Morlock, ouais. elle y est, quoi. C'est ça, les descentes sont très difficiles, mais en même temps, sauf la dernière compète, mais sinon, j'arrive très en forme, quoi, et je me sens très bien le jour de la compète. Et justement, ça me confirme le fait de faire correctement mon régime, etc. Ça fonctionne, quoi.
ça fonctionne. Ouais, t'as trouvé ton rythme de croisière, ouais. quoi. Comme un peu comme sur les années précédentes. C'est dur, mais sur la perf, ça fonctionne en tout cas. Ouais. Et je vais voir les médecins et bon, ils me disent qu'il faut opérer. Et puis là, je me rappelle, je me retrouve dans ma voiture et puis en fait, je me mets à pleurer toute seule et puis je me rends compte que en fait, j'ai pas envie d'arrêter. Tu vois, je disais je vais arrêter parce que j'en peux plus de ces blessures et j'ai pas envie de tout reconstruire encore une fois. Et les opérations et les trucs, mais en fait je me rends compte que j'ai pas envie d'arrêter parce que je me faisais plaisir à l'entraînement, sur les compétitions ça fonctionnait et que j'ai pas fini ce que j'avais à faire et que j'ai pas envie que ce soit la blessure qui m'arrête. J'ai envie que le jour où j'arrête, c'est moi qui ai décidé, c'est pas la blessure, c'est pas mon corps, c'est moi qui décide quoi. Ouais, donc là petit esprit. Bon, t'as un gros coup de mou, ça c'est clair. Ouais. Et en fait assez rapidement derrière tu te dis bon ça va pas se passer comme ça. Ouais. En gros j'ai pas envie que ça se finisse comme ça. J'ai pas envie que l'histoire je sois pas maître de mon destin. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Phase déni, colère, tristesse. Ça s'est fait mais assez vite parce qu'il y a quand même eu aussi j'étais en colère. Je sais pas contre quoi, mais j'étais en colère que encore ça m'arrive à moi, encore quand tout va bien. Aussi, ce qui était dur aussi, c'est de pas avoir de réponse du pourquoi. Ça j'avais vraiment du mal. J'ai souvent réfléchi, essayé de mettre des choses en place, écrit, etc. Et j'aime bien avoir des réponses, tu vois, c'est pour ça que je le fais. Sauf que là, j'arrivais pas à avoir de réponse. Parce que j'ai appelé le chirurgien en disant est-ce que quand vous m'avez opéré, vous avez remarqué quelque chose dans mon genou qui pourrait faire qu'il y a beaucoup plus de chances que d'autres personnes que je me fasse des croisés. Ouais, parce que vraiment c'était dur de pas avoir la réponse du pourquoi moi, pourquoi autant. Et Steph Nguyen notamment, c'est elle un peu qui m'a aidée là-dessus, en me disant, tu sais, des fois on peut pas avoir de réponse et c'est comme ça quoi. Steph Nguyen qui était le médecin de la fédé. Ouais, des fois il n'y a pas toujours de réponse. Et là il n'y en avait pas alors après tu en trouveras toujours, forcément les régimes ça... Il y en a quelques-unes, mais c'est pas écrit noir sur blanc. Peut-être que oui, de l'extérieur, tu vas te dire oui, mais je sais pas. Bon. Ouais, puis t'es minutieuse, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu laisses très peu de place au hasard, quoi. Ouais, dans ta c'est préparation, ça. Ouais, exactement. dans les gens avec lesquels tu vas t'entourer, tu laisses très peu de place au hasard. Mais c'est aussi le judo et les sports de haut niveau, c'est que c'est hyper ingrat, quoi. C'est que, et on en a connu, hein, des mecs qui faisaient la bringue et compagnie, à qui il est jamais arrivé un pépin. Exactement, ouais. Il est jamais arrivé un pépin, on les a jamais vus au médical. Oui, toi, parce le jour que là, où tu fais une petite erreur, et encore, même si t'en fais pas, tu peux t'y retrouver, quoi. Ouais, parce que là, l'hygiène de vie, honnêtement, c'était irréprochable, quoi. C'était de temps en temps, sur les périodes où je pouvais, j'allais relâcher, aller boire quelques coups, relâcher sur la nourriture, mais après quand j'étais dedans vraiment il n'y avait pas un écart quoi. C'est ça qui est d'autant plus dur aussi. Ouais, et puis c'est dur pour toi, même pour les gens qui t'entourent. Enfin, sur les régimes, j'étais pas très agréable quoi. Bon, moi j'ai jamais connu les régimes, mais c'est vrai que dans les périodes où ça va pas trop bien, en général c'est toujours un proche ou c'est la personne avec qui t'habites qui prend quoi. C'est ça. Ouais. Bon et du coup quand même j'y retourne, réopération, rééducation à fond, cette fois-ci sous un autre système avec Anne-Sophie Muller à l'INSEP, Tony sur le reste. Je me suis aussi fait suivre par Claire Calmès à l'INSEP sur tout ce qui est imagerie mentale. Ouais, alors raconte-nous un peu comment t'en arrives à aller voir Claire, qui est un personnage aussi. Hein, Claire, elle m'avait donné des cours quand j'étais en STAPS, donc je l'avais eu comme prof. Okay. Donc ça date à ce moment-là. Et je la revois je vais écouter la présentation de la thèse de la personne qui me suivait en nutrition. Claire y était aussi.
et on discute. Et du coup, à ce moment-là, je savais pas encore exactement ce que j'avais, mais je lui dis, je viens de me faire mal au genou. Bon, je lui explique rapidement et elle me dit, écoute, quand tu sais ce que t'as, quand ça commence à aller un peu mieux, viens me voir. Donc en effet, je me fais opérer. Par contre, il y a une grosse période là où je voulais pas faire de sport. Franchement, pendant au moins 3 mois, j'ai rien fait à part kiné. Ouais, t'as coupé, j'ai eu besoin de couper là-dessus. Et puis assez longtemps après, je vais voir Claire. Et donc là, on a travaillé longtemps ensemble. Ça a été vraiment, ça m'a énormément aidée. Ça a été très très intéressant. On a travaillé en imagerie mentale, d'abord sur la blessure, sur la guérison, les douleurs, parce que ça a été quand même croisé encore une fois assez galère avec beaucoup de douleurs. Comment ça se passe les séances avec Claire? Est-ce que c'est en fait, sous forme d'exo, sous forme de... Alors l'exemple par exemple sur la douleur, donc j'avais mal tout le temps parce que j'avais mon tendon j'avais une inflammation au tendon. Donc elle est allée voir le radiologue, l'échographe, qui lui a montré sur une échographie ce que ça donne quand tu fais l'échographie sur le tendon. Et alors c'est une image spéciale. Et tu vois qu'il y a des taches rouges qui se mettent là où justement tu as l'inflammation. Donc elle est revenue avec cette image me voir et l'idée c'était de se dire une fois que ces taches-là rouges auront disparu, ça ira mieux, tu vois. Donc en fait, je me mettais avec elle dans un espace d'état d'hypnose où je fermais les yeux, machin, et je m'imaginais, donc chacun s'imagine ce qu'il veut, je devais trouver un moyen pour faire partir ces taches rouges, entre guillemets. Donc je voyais les taches rouges autour de mon tendon, et moi, alors je m'imaginais, c'était n'importe quoi, hein, qu'il y avait une petite armée de cellules qui arrivaient, qui massacraient les taches rouges, ou qui avec des lances à incendie... ils éteignaient tout ça, voilà, tu es une espèce d'état d'hypnose, quoi. Ouais. Et l'idée, c'est que réellement, c'est le pouvoir du cerveau, quoi, sur le reste, c'est que réellement, ça réduise l'inflammation. En fait, c'est basé sur des études scientifiques, et notamment, il y a des études qui avaient été faites sur des personnes qui avaient le cancer. Ils avaient pris 2 groupes, un groupe qui faisait le traitement normal du cancer, et le deuxième groupe, en plus de ça, ils devaient s'imaginer, je ne sais pas à quelle fréquence, qu'ils avaient des petits Pac-Man qui venaient manger ces cellules cancéreuses. D'accord. Et en fait, tout ce groupe-là, ils ont eu une meilleure guérison que les autres. C'est incroyable quand même. Ouais, c'est fou, quoi. Ouais. Le pouvoir du cerveau, quoi. Ouais. Donc on travaillait là-dessus. Alors, Claire, il faut savoir quand même, c'est une chercheuse en neurosciences, hein, donc c'est scientifique, hein, c'est pas... voilà, et puis elle est très très compétente dans son domaine. Donc on a travaillé là-dessus pendant un petit moment. Sur d'autres choses de ce style-là, c'est un exemple. Et une fois que j'ai repris, on a aussi travaillé sur le judo. Enfin, avant de reprendre surtout, on a travaillé sur le judo. Et là-dessus, donc c'était plutôt, voilà, je m'imaginais, je répétais mes schémas, elle m'aidait là-dessus. D'abord, c'est moi qui les choisissais, je les répétais en mimant. Donc j'étais assise comme j'avais mal au genou, assise sur un tabouret. Par contre, avec mes mains, je mimais ce que je devais faire. Donc tu faisais du kumikata, en fait. Ouais, je faisais du kumikata dans le vide. Et par contre, ça c'est au choix, mais moi, voilà, je me voyais, ça dépendait. Des fois, je me voyais de l'extérieur, des fois de l'intérieur. Et j'allais jusqu'à la projection de la personne, jusqu'à la chute, dans ma tête. Hein. Ouais, ok. Ouais. Voilà, en fait, on avait posé sur une feuille tous mes schémas de judo. Alors elle n'est pas judokate, mais on l'a fait ensemble. J'ai écrit tous mes schémas, c'est-à-dire d'abord j'attrape la manche, après je monte ma main. Derrière, j'attaque Uchimat en direct. Ça, c'est le schéma 1. Le schéma 2, c'est la même chose, mais je vais faire un petit Kosoto avant de faire le Uchimat. Okay. Et ça, pour chaque technique que j'utilise, et même certaines techniques que j'utilisais pas, mais que j'avais envie d'utiliser. Okay. Donc, on a fait... Impressionnant quand même. Ouais, parce ouais. Que, réussir à... Bah voilà, comme tu dis, Claire, c'est pas son sport, tout ça. Et non, en fait, mais elle s'adapte. Elle s'adapte, ouais. quoi, ouais. Et suite à tout ce travail, je fais ma première séance un petit peu où je refais du judo. Et déjà, j'avais trouvé ça incroyable parce que c'était assez fluide. J'avais pas l'impression que je m'étais arrêtée, je sais pas combien de temps, 10 mois, plus, ouais. Et surtout, j'ai pas eu mal aux mains alors que souvent, quand on fait pas de judo pendant longtemps, ça fait très mal aux doigts et très mal aux mains. Ça n'a pas été le cas. Et pareil, je me suis dit, waouh. Donc, un travail vraiment intéressant
qu'on a continué même après ma reprise. Par exemple, moi je m'étais blessée en faisant Hosoto. Et quand j'ai repris, là-dessus j'avais une appréhension, quoi. En combat, à l'entraînement, il y a des moments où je sentais, j'avais envie d'y aller, mais j'avais un blocage, quoi. L'appréhension, j'arrivais pas à engager cette technique. Donc je lui en ai parlé. Pareil, elle a trouvé une manière de me le faire refaire en imagerie mentale. C'était tout un processus. D'abord, je m'imaginais le faire avec ma genouillère parce que ça me rassurait. Et dans ma tête, petit à petit, je réduisais l'épaisseur de la genouillère jusqu'à ce que je le fasse en imagerie mentale sans genouillère. Donc on fait un travail là-dessus. Derrière, je vais à l'entraînement de judo à l'INSEP et je mets 3 Hosoto dans la séance. Donc ça a débloqué... À se coacher un peu quand même. Parce que tu ouais. te dis... Bah ouais. C'est fou quoi. Ouais, c'est fou. Enfin, c'est fou. C'est pas une méthode à laquelle on a beaucoup recours aussi au judo. Non, et alors je pense qu'avant toi, je sais pas s'il y a énormément de monde qui est... Bah ouais, Pape à ce moment-là travaillait aussi avec, je sais, j'en avais parlé avec lui, ouais. Donc voilà, très intéressant. D'accord, donc là tu mets une chance de plus de ton côté pour revenir. Ouais, et donc j'ai toujours pour objectif de revenir en 48. Je commence mon régime pour la première compétition. Donc là la première compète elle arrive donc c'était en février peut-être. Il s'est passé 1 an et 2 mois quoi, avant que je reprenne la compétition. Okay. Et donc on avait prévu avec Tony, on a beaucoup travaillé aussi avec Tony en technique individuelle, que tous les deux. Ça aussi, ça m'a beaucoup servi. Et puis on programme, je devais faire 3 Continental Open, il y avait 2 semaines d'écart entre chaque. On fait toute une planif, donc je commence mon régime, je m'y prenais un bon mois à l'avance pour le régime. Donc... Et puis là, c'est hyper dur, quoi. Ça descend très peu, je suis épuisée. J'arrive à un état... il me reste encore 1 ou 2 semaines de régime, mais je suis déjà... Je me rappelle, j'étais là où je suis assise tout de suite, tu vois, dans mon canapé. Le verre d'eau, il est sur la table basse et je me rappelle que aller attraper mon verre d'eau, même ça, c'est un effort, quoi. Tu vois, c'est vraiment un effort et... C'est prêt, je me dis, allez, tends le bras, quoi, vas-y. Et c'est dur. Et là, psychologiquement, tu te dis... Là, je me dis, putain, c'est chaud. Donc là, j'arrive pas à choper le verre d'eau qui est à 1,50 m de moi. Ouais, il me reste encore 2 kilos à perdre. J'ai encore 2 kilos à perdre. Et dans 2 semaines, je vais aller combattre avec des nanas pour... Ouais, et ça, il faut que si je veux vraiment faire les jeux, il va falloir le refaire un paquet de fois, quoi, tu vois. C'est pas une fois. Ouais. Et ça pèse sur le moral aussi, hein. Tu sais, quand tu manges pas, tu manges pas comme t'as envie, tu penses qu'à ça, t'es déréglé dans la tête aussi, hein. Ouais. T'es déréglé, t'es pas en forme, quoi. Ouais, c'est pas... De toute façon, c'est hyper important, la nutrition. Et là est-ce qu'à ce moment-là, dans ton projet, tu commences à dire... alors, est-ce que tu laisses passer la première compète pour dire peut-être que c'était la première et... Non, en fait... Et ça, c'est la première, et c'est le temps que je m'y réhabitue, ça fait longtemps et tout. Ou est-ce que tu sens qu'il y a un truc bizarre, quoi? C'est plutôt ça, ouais. Je sens que... D'abord, je me dis, allez, ça continue. Et puis, au bout d'un moment, je vois que c'est tellement dur que je retourne voir les médecins. Je veux voir un peu où ça en est sur le côté santé et le côté physiologique et tout ça. Donc, je vais voir Steph et on refait tous les... Enfin, je vais voir aussi la nutritionniste Marina Fabre. On refait tous les examens médicaux, rebelote, on refait la DEXA pour voir la composition du corps, on refait prise de sang. Donc tu reprends en fait au final, tu refais je refais les examens. Qu'avant Ouais, un petit peu. Avant la décision de descendre en 48, quoi. Exactement. Et là, sur la DEXA, on voit que il me reste donc 2 kilos à perdre et que je suis déjà qu'à 12 et quelques pourcentage de masse grasse, ce qui est très bas. Il reste encore 2 kilos. En sachant que la dernière fois, tu étais à 16. Au tout début, ouais. Et que j'ai pris du muscle, en fait. J'ai beaucoup pris de muscle. J'ai pris 1,2 kg de muscle, ce qui est quand même beaucoup, surtout pour mon gabarit. Bah oui. Et du coup, tout ça, ça explique que là, ça soit très compliqué, quoi. Et donc les médecins, ils font un staff, c'est-à-dire que ils se regroupent comme ça quand il y a des cas...
des cas un peu compliqués à gérer. Souvent, c'est plutôt pour les blessures qu'ils font ça. Quelqu'un qui est blessé, on ne sait pas trop comment faire pour que ça avance bien. Donc les médecins se regroupent, ils en discutent ensemble et ils donnent un avis. Donc là, ils font la même chose, mais par rapport à justement mon régime et ma catégorie de poids. Et ce qui en ressort, c'est qu'ils me disent qu'eux, ils me conseillent d'arrêter, quoi, que c'est pas bon pour ma santé. C'est vrai que... c'est vrai, quand tu arrives à un tel niveau d'épuisement, c'est quand même pas normal. Il faut savoir aussi que par exemple, quand j'étais au régime, j'avais plus mes règles. C'est pas anodin. À chaque fois que j'étais au régime, voilà, j'avais plus mes règles. C'est-à-dire que comme j'avais tellement peu de masse grasse, mon corps, il sautait cette étape, quoi, ça fonctionnait pas. Mais là, à ce moment-là, quand Steph t'annonce que non, là, c'est dangereux, quoi. Je me prends quand même un petit temps. Ça a été rapide, hein, mais c'est à moi de décider quand même. Ils me le disent aussi, c'est à moi de décider. Je sais plus exactement, j'en rediscute de nouveau avec mes proches, avec Tony. Et puis finalement, je décide de remonter, quoi. Parce que le muscle, j'ai pris du muscle, mais pour moi, c'est complètement incohérent de se dire, par exemple, il faudrait que je perde du muscle parce que à un moment donné, on fait un sport de combat où la force, elle fait partie des facteurs de performance. Le muscle, il fait partie donc de ta perf, mais il fait aussi partie de ton intégrité physique, il te protège. Et pour moi, quand tu fais du judo, c'est complètement incohérent de se dire je vais pas prendre du muscle, voire en perdre. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'incohérence. Si je me suis blessée à un moment donné, c'est très bien que j'ai repris de la canne et du tronc, et c'est une bonne chose et ça va me protéger, il faut que je le garde. Donc voilà, je décide de remonter en 52, mais en fait, je sais très bien qu'en montant en 52, ça y est, entre guillemets, tous mes rêves de résultats olympiques ou autres, parce que c'est le plus haut, mais même championnat d'Europe, ça s'arrête, parce que je sais qu'en moins de 52, j'aurai pas ce niveau-là, je le sais, il faut pas se voiler la face. Tu vois, il y a Amandine Bouchard qui est très forte, j'ai pas son niveau. Qui marche très bien à ce moment-là. Oui, j'ai pas son niveau, donc voilà. Donc je sais que je vais plus ou moins terminer en 52 pour finir, parce que dans tous les cas, comme je disais, j'ai envie que ce soit moi qui décide et je m'arrêterai après avoir fait des compètes et quand moi j'aurai envie. Enfin, ce sera voilà. Donc mais je sais que j'irai pas beaucoup plus loin. Petit coup dur quand même. Donc c'est un gros coup dur parce que t'as le coup dur de dire ça y est, en fait je me suis battue pendant ma rééduque. Je me suis énormément battue pour revenir et ça s'arrête, quoi. Enfin, ça va quand même s'arrêter, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est un peu tout ça pour rien, quoi, entre guillemets. C'est toujours un départ à zéro, en fait, à chaque fois, quoi. Et là, moi je me souviens, j'étais là aussi à ce moment-là, tu vois, quand t'as pris la décision. Et c'est vrai que c'était dur parce que les jeux, c'est quand t'es athlète et que tu veux performer dans ton sport et dans un sport amateur, le Graal, c'est les jeux. Ouais. Après, on va pas se mentir, j'en étais bien loin. T'en étais loin, mais... Il y a d'autres choses aussi que je voulais. Il y avait d'autres choses sympas, bien sûr, à aller chercher. Voilà. Une médaille européenne. Oui, par exemple. Mais c'est vrai que de se dire, ça, voilà. Ouais. Ça, maintenant, je sais que... ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Pas. Voilà. Là, tu peux dire... mais c'est dur, mais justement, t'as du mal à te dire jamais, quand même. Ouais, voilà. On dit, il faut jamais dire jamais, mais là, tu le sais, c'est... Ouais. Et donc j'ai quand même mes 3 compètes de programmées à la base, et donc j'ai tenu au téléphone, je dis on fait quoi, j'ai fait un 52 parce qu'à un moment donné je me dis quand même ça sert à rien, je sais pas, t'es perdu, quoi. Et Tony, alors je sais plus ce qu'il me dit, mais Tony en fait Tony il est dans la communication quand même, et il fait en sorte que ce soit toi qui finisse par prendre la décision, tu vois, il est bon là-dessus. Je sais pas comment expliquer, mais finalement... il te laisse mettre de ton destin à chaque fois. Voilà, il va t'orienter, mais il se débrouille pour que ce soit toi qui prenne la décision, comme ça c'est toi, hein, de toute façon, qui est sur le tapis, etc. Et donc finalement je vais à la compète et je gagne. Donc... toujours dans cet esprit de se dire,
bah, ça se terminera pas comme ça. Ouais. En gros, de se dire à chaque fois, bah, c'est pas fini, quoi. Ouais. Donc, c'était énormément d'émotions, quoi. Parce que c'était pas ma caté, enfin, c'était ma caté d'il y a longtemps, mais en 2 semaines, il s'est passé beaucoup, quoi. Il s'est passé. Tout s'écroule, j'arriverai pas en 48. Enfin, déjà, je suis épuisée. Ensuite, tout s'écroule. Finalement, bon, tant pis, j'y vais en 52 et puis je gagne. Donc là, c'était sur le plan personnel, c'était vraiment une victoire. Ouais, quand on a un peu préparé l'interview ensemble, Ouais. tu me disais que cette Marseillaise-là, elle n'a pas la même saveur que les autres, quoi. Ouais, je crois que sur les Marseillaises que j'ai eues sur des compètes, c'est la seule où je me suis mise à pleurer pendant la Marseillaise, quoi. Ça a tout relâché et c'était vraiment... tu revois toutes les galères, ouais. Les allers-retours en béquille, Ouais. les douleurs, parce que, Les douleurs, t'as beaucoup de douleurs, quoi, aussi. Enfin, ouais, quand t'es blessé, t'apprends à avoir mal physiquement et mentalement. Alors, il y a bien pire dans la vie, hein. Bien sûr. C'est pas très grave, en vrai. Mais quand il met Mais autant ça te l'apprend un d'énergie, petit peu. Ça te l'apprend un petit peu. quand Et il met voilà. autant d'énergie, quand même, Voilà. Ouais. c'est pas évident. Et du coup, Ouais. médaille en 52, Ouais. victoire. Ouais, victoire. Ça gagne. Et là, tu te dis... et là, je crois quand on a préparé aussi, tu m'as dit, bah là, j'ai vraiment repris du plaisir, quoi. Ouais, j'ai pris du plaisir à l'entraînement. Ouais, j'ai pris du plaisir. Et puis, du coup, t'as le relâchement, t'as plus la contrainte de la nourriture, pareil. Donc ça t'enlève aussi un poids quand même. Et je me suis dit, bah voilà, autant gratter tout ce que j'ai à gratter pour moi, juste sur ces derniers mois. Et puis, et bien finir, quoi. Et se faire plaisir, et voilà. À ce moment-là, tu sais que après ces 3 compètes, va falloir faire un petit point et où tu sais déjà plus ou moins que après ces 3 compètes là, bah ouais, je sais plus ou moins. Ouais. Je sais plus ou moins. Après, il y a pas un fond d'espoir, mais à un moment donné, la Fédé, ils expliquent que là, justement, il y avait trois CO d'affilée et qu'il y a des sélections qui vont venir et qui s'appuieront dessus. Et donc, je fais mes 3 CO et en fait, je gagne la première, la deuxième, je fais rien et la troisième, je fais 3. Donc, tu sais pas trop, tu te dis, ça se trouve, ils ont dit qu'ils s'appuieraient dessus, donc pourquoi pas moi, on sait jamais, tu vois, je sais pas. Après, je savais pas trop, moi, ce dont j'avais eu, mais voilà. Et puis finalement, on m'explique, pas à moi directement, mais que de toute façon, je suis trop vieille et que on me sélectionnera pas. Donc voilà. Attends, là, faut que tu m'expliques un peu ça, parce que... Ouais, c'est comme ça que ça se passe parfois. On explique à Tony, quoi, que... Ah ouais, via non, pas Tony, moi, oui, voilà. Via Tony, on dit, bon, je serai pas dessus, quoi. Donc, donc ça, c'est fait. Ouais. Et parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux, je pense, sachant que... Ouais, mais c'est rude, quand même. Ouais, c'est comme ça. Même si tout le monde est bien évidemment différent, les entraîneurs du tapis, c'est ceux que tu connais depuis que tu es rentré à l'INSEP quasiment. À peu de choses près, oui. Ça n'a pas énormément tourné. Tu as fait presque 10 ans sur le tapis, tu as eu des galères, tu as eu des beaux moments aussi où tu re-rentres dans l'équipe pour les équipes, justement, pour les mondes par équipe, tu reviens dans les... tu réapparais dans les radars, etc. Et en fait, je sais pas, moi je pense que quand c'est quelqu'un que tu côtoies, une athlète que tu entraînes, que tu as dans ton groupe, que tu prends en sélection, etc., à la manière, elle n'est pas Jojo, tu vois, de passer par Tony, tu vois, au moins de venir te voir. Ouais, mais je pense qu'à ce moment-là, pour eux, il n'y a même pas de... Enfin, ils y pensent même pas. Il n'y a même pas de discussion, quoi. Non, c'est... Puis, ils vont même pas se dire que ça peut... Là, c'est un exemple, mais ça arrive souvent. Ils vont pas se dire que peut-être que c'est un problème de communication. Pour moi, c'est peut-être qu'il faudrait des fois... parler,
expliquer. C'est des manières de faire, mais ils n'ont Sur, pas le temps. Je pense qu'ils doivent se dire ça. Ouais, mais c'est un peu ça qui est dommage, tu vois, parce Ouais. que est-ce que toi, dans ton projet de redescendre en 48, tu vois, tout ça, est-ce qu'à ce moment-là, alors certes, Tony, il fait partie intégrante de ce projet-là, ton entraîneur, mais est-ce qu'à un moment donné, l'INSEP, tu les avertis de ça, quoi, en leur disant, ben voilà, moi je vais faire ça, j'ai ça comme objectif. Pour le coup, là-dessus, ils m'ont soutenu puisqu'ils m'ont même sélectionné sur une compétition où, pour le coup, ils n'étaient pas du tout obligés et c'était pas, ça allait pas de soi, quoi. Ils t'ont prêté Tu une vois. oreille attentive à ce que tu leur disais quand tu... Ouais, je sais plus si on avait des vraies discussions, mais ils m'ont sélectionné déjà, donc ça veut dire que Ouais. ça veut dire on pense en quelque sorte que tu peux y arriver. Enfin, tu peux performer en tout cas. Du coup, là, tu fais tes 3 compètes en 52. Ouais. On te fait comprendre que, bon ben voilà, c'est pas la peine de compter Ouais. sur la suite, quoi. Ouais. Et du coup, avec la Fédé. Hein, avec la Fédé, ouais. Et du coup, en fait, l'année se termine. Je fais le championnat de France par équipe avec le club et puis je termine là-dessus. Et tout de suite, après en avoir discuté avec Tony, je reprends d'abord avec lui la préparation physique des filles du club, puisque c'est mon projet de reconversion, c'est là-dessus que j'ai fait mes études. Ouais, donc pour revenir Donc, là, pour nos auditeurs, tu fais L1, L2, L3 en STAPS. Ouais. Derrière, tu bascules sur un diplôme de préparateur physique de l'INSEP, c'est ça? D'abord, je fais le master. Tu fais le master entraînement à l'INSEP. Ouais, master 1, master 2, c'est le master sport expertise et performance de l'INSEP. Ensuite, je fais le diplôme de préparateur physique de l'INSEP. Donc voilà, à ce moment-là, c'est ça mon bagage. Ouais, donc là, c'est conséquent quand même. En plus d'une expérience d'athlète de haut niveau. Ouais. Quoi. Et donc, de commun accord, Tony te propose de reprendre la prépa physique des filles à la rentrée. Quoi. Voilà, et tout de suite, il me fait confiance là-dessus et ça démarre comme ça. Ok. Voilà. Donc maintenant, je suis préparatrice physique de l'US Orléans. Je travaille aussi avec le Judo Club de Marnaval. Je fais aussi du coaching particulier. Ça, j'avais déjà démarré sur les dernières années où je faisais encore du judo. J'ai monté ma boîte là-dessus. Je continue quand même de me former. Notamment, là, j'ai pas terminé, mais j'ai suivi une formation de réathlétisation. Donc, tout ce qui touche aux blessures, essayer de revenir de blessures du mieux possible et aussi d'éviter les blessures. Et ça, c'est quelque chose, tu as bien compris, qui me touche particulièrement, qui me tient à cœur en tout cas. Ouais, c'est aussi une manière de se dire finalement comment j'aurais pu faire aussi. Toi, tu réfléchis, alors même si j'imagine bien que tu as mis toutes les chances de ton côté à chaque fois. Ouais. Mais d'avoir une approche différente, quoi. Ouais. Et puis là, maintenant, aussi d'être responsable d'athlète, quoi. Ouais. En quelque sorte. Ouais. Du coup, t'as passé rapidement dessus, mais quand tu décides vraiment de raccrocher le kimono, là, comment la décision, elle se fait naturellement parce que tu arrives au bout du truc et que voilà. Ou alors est-ce que c'est encore un peu dur, tu vois, vu que tu as quand même décidé de rien lâcher pendant 10 ans. Est-ce qu'à un moment donné, moi j'ai l'impression, en tout cas à ce moment-là j'étais un peu dans le coin aussi, j'ai l'impression que ça y est quoi, t'avais livré toutes les batailles qu'il fallait livrer et que ça arrivait, voilà, c'est bon, j'ai donné ça. Et j'ai pas de regrets entre guillemets, même si on en a toujours, j'ai pas de regrets entre guillemets quoi. Oui, sur le moment c'est exactement ça, c'est exactement ce que tu as dit. Et donc ça vient... la bascule, elle se fait bien, quoi, du coup, sur le moment. Enfin, c'est pas que ça se fait mal après, hein, mais ça se fait bien. C'est une nouvelle vie, c'est excitant, des nouvelles choses. Ça se fait en douceur aussi, parce que tu restes quand même dans le judo. Ouais, je reste quand même dans le truc, ouais. Et j'ai la chance tout de suite d'avoir une reconversion avec le club.
voilà, de ce côté-là, c'est vraiment très bien. Après, c'est pas évident quand même, quoi. Mm. Je trouve en tout cas que c'est pas évident la transition parce que pour le corps, déjà, c'est autre chose. Alors moi j'ai la chance, je prends pas de poids, mais par contre, toujours dans la même histoire, je perds. Ouais. J'en perds et tu perds tous les muscles que tu as construits pendant 15 ans, ben, ça s'en va très vite. Ouais, tu déconstruis rapidement. Ouais. Ouais, ton corps il est aussi fatigué quand même. Maintenant, j'ai mal au genou tout le temps. T'as des séquelles entre guillemets, tu vois. Moi, on parlait des menstruations, des règles, etc. J'ai toujours des problèmes, j'ai des dérèglements hormonaux un petit peu. Ouais, c'est pas. Même sur l'émotion et tout, je sais pas, moi j'ai trouvé ça particulier. Tu te dépenses plus pareil, donc j'avais jamais fait attention au fait que le judo ça me permettait peut-être de me dépenser et de tout lâcher, tu vois. Et en fait, d'extérioriser. Ouais. Et en fait, je pense que si, parce que là, je ressens que j'ai envie de me battre, quoi. Ouais, mais c'est... Alors que ça m'était jamais arrivé. Je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné. T'as plus la même. Alors, le côté professionnel, il est vachement enrichissant aussi, hein, parce que tu fais plein de choses. Tu l'as dit, tu vois, tu gardes un pied dans le judo. C'est hyper motivant. Mais c'est sûr qu'il y a plus cette part de allez là aujourd'hui j'y vais et c'est parti pour 1h30 et après tu vois ça permet de décompresser. Et puis ce qui est pas facile à vivre pour tous les athlètes, hein. Il y a énormément de gens et on en connaît qui ont eu beaucoup de mal à l'après-carrière parce que t'as plus ça quoi. Et puis t'es rentré aussi malgré tout dans une forme de routine, c'est à dire que t'as l'habitude oui c'est ça, et ça s'arrête quoi. Et aussi t'as tes objectifs et là tout de suite il faut les changer, c'est plus les mêmes. Et tu vois, moi, ce qui a beaucoup changé, c'est que quand t'es athlète, l'air de rien, t'es un petit peu... Alors, on a parlé beaucoup des moments durs, mais il y a énormément de moments incroyables. Gagner, c'est incroyable. Tout ce que tu es avec les autres. Et t'es entouré, en fait. T'as un des entraîneurs qui s'occupe de toi, le kiné qui s'occupe de toi quand t'es blessé. C'est les autres qui s'occupent de toi. Et toi, tu t'occupes juste de toi. C'est très égoïste. Ouais, mais il faut, ça fait partie du truc, mais en fait, tu t'occupes que de toi-même. Et quand ça s'arrête, t'as plus tout ce staff qui s'occupe de toi. Et par exemple, moi, par rapport au métier que je fais de préparatrice physique et coach, c'est l'inverse. C'est-à-dire que d'un coup, c'est moi qui dois m'occuper des autres. Alors, c'est quelque chose que j'aime et je le fais avec plaisir, mais il faut se réhabituer à ce que ce soit toi qui s'occupe des autres. Et par contre, il n'y a plus personne, entre guillemets, voilà, tu as tes proches, etc., mais qui s'occupe de toi. Ouais, je trouve que c'est pas évident. C'est intéressant à dire, à entendre en tout cas, parce que, tu vois, on parle souvent de la petite mort du sportif, à la fin de sa carrière, tu vois, mais ça crée un vide, quoi. À un moment donné, il y a un vide. Il y a un vide, c'est clair. Bon, là... On fait un sport très individuel, tu l'as dit, mais on a aussi énormément besoin des autres pour progresser, ne serait-ce que pour déjà s'entraîner. Si tu n'as pas de partenaire d'entraînement, tu peux pas t'entraîner, quoi. Et en fait, c'est un peu comme ça sur ce que tu me racontes, c'est qu'à chaque fois, malgré qu'on fasse un sport individuel et qu'on soit égoïste, et parce qu'il faut être égoïste dans ce qu'on fait, on est toujours entouré en fait au final. Enfin, toi en tout cas, tu as eu la chance d'être entouré quasiment tout le temps en fait au final, que ce soit Xavier au pôle qui t'en as pas parlé mais qui est intervenu, qui est intervenu aussi à un moment donné dans une de tes deuxièmes rééducations, qui est là, tu redescends dans le sud, bosser avec lui, il est toujours là, tu vois, c'est les amis aussi c'est hyper important aussi, je sais pour toi, tu vois, d'être entouré et en fait ce bloc là en fait tu te rends compte que quand ça s'arrête, mais au final, les vrais, ils restent en fait. Au final, les gens avec qui ça a été. T'as construit des choses, ça a été dans une démarche, c'est sincère, c'est tout ça. Ça reste. Malgré qu'on soit un sport individuel, ça reste. Et en fait, c'est bien aussi d'ailleurs de pouvoir retransmettre, tu vois. De dire. Fais peut-être pas les mêmes erreurs que moi. Et puis, quelque part, t'auras aussi ta part de réussite.
Si j'espère, les filles de l'ENA de l'USO Oui, c'est sûr. Oui, vont chercher des c'est breloques. sûr que quand elles font des médailles, je suis hyper heureuse. C'est Parce gratifiant, que quoi. en plus, je sais l'investissement qu'elles y mettent et ce que ça demande. Donc, je suis vraiment très, très heureuse pour elles. Et après, j'essaie de me servir de ce que j'ai vécu pour mettre des choses en place avec elles et sur la performance, pour qu'elle soit performante et pour éviter les blessures. Et là-dessus, ça me sert quand même, ce que j'ai vécu, je pense. Plus mon parcours, ma formation. C'est du luxe pour elle. D'avoir quelqu'un avec ton bagage, ton passé, ton passif, c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Alors, on va arriver à la fin de notre podcast. Tu l'as plus ou moins dit, mais des gens qui t'ont marqué pendant ton parcours, Xavier. Oui, Xavier, bien sûr. Ouais. C'est pas le tout début, mais presque. Et on a gardé une relation qu'on a toujours. Donc, c'est lui qui m'a appris le travail. travail. Et c'est quelque chose qui me servira toute ma vie. C'est peut-être pas anodin aussi l'intérêt que j'ai pour la préparation physique et la performance. Aujourd'hui, lui, il est préparateur physique de l'équipe de France de surf, c'est ça ? Il l'était, et maintenant il s'occupe de la voile. D'accord. Ouais. Okay. Ouais. Donc, non, après c'est difficile parce que il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'entraîneurs, des kinés, et pour moi, tout le monde a eu une part importante jusqu'aux médecins, Donc, retirer une personne ou plusieurs, en tout cas, ça serait compliqué, quoi. Ouais, c'est vraiment compliqué parce que pour moi, chaque personne a apporté à un moment donné quelque chose, tu vois. Même des personnes qui m'ont parfois pas entraîné spécifiquement, ils m'ont peut-être apporté quelque chose à un moment donné. C'est ce qu'il faut faire, je pense, c'est piocher ce que tu peux prendre là où tu peux le prendre et t'en servir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont apporté. Ok. Ton meilleur ou ton pire moment ? Mon pire moment, le 3e croisière. Ouais. Bon, on a pu s'en douter un petit peu. Un pire moment, oui. Et le meilleur ? Le meilleur, si j'en choisissais 2, ce serait... Après, c'est plus récent, mais le titre de champion de France, c'est forcément un très bon moment. Ou alors la première médaille en Grand Prix, je sais pas, parce que c'est tout le travail qui finit par payer, on va dire. Et c'est des émotions et c'est toujours chouette de gagner. Mais tu vois, on parlait de la dernière compétition, la reprise après la décision, après la blessure, après le fait de ne pas réussir à rester en 48, etc. La première médaille en 52 derrière, même si sportivement elle a quasiment aucun intérêt. C'est ce qu'on disait personnellement. C'est la grosse revanche sur tout ça, quoi. Et ça, c'était bien. Ok, écoute, merci Julie d'avoir partagé ce podcast et ton expérience. Plaisir. Je suis sûr que ça va intéresser énormément de gens, des jeunes athlètes, des athlètes qui sont en ce moment tête dans le guidon, à l'entraînement à fond, des futurs champions, des entraîneurs. Je pense que ça va toucher pas mal de monde et c'est bien là le but de ce podcast. Donc écoute, merci. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous suivre sur Instagram et à nous soumettre vos idées. À très vite.